Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Deuxième partie du podcast pour le bilan du Tour de France de chasse-patate. Effectivement, on avait fait tout ça en un seul podcast qui durait presque 2h30, donc du coup, décision de couper ça en deux pour que ce soit à peu près écoutable pour vous, auditeurs, hein, que vous soyez pas obligés de nous subir pendant autant de temps. Donc voilà, on a coupé en deux, les sprinters avant, et maintenant c'est le temps de s'occuper du classement général et de la lutte pour le maillot jaune. Toujours en compagnie des mêmes consultants, entre guillemets, donc moi-même, Théo, puis également Alexis, Néomésis, donc Guillaume, Will Valverde, et donc Mathieu, AG2R. Bonne écoute. Et on va pouvoir passer au général, tout simplement. Alors là, je peux vous dire déjà, avant d'aborder les gens qui sont classés au général, on va aborder ceux qui sont non classés parce qu'ils ont abandonné. Et sans doute le plus gros abandon de ce tour, c'est Sepulveda, on est tous d'accord, hein. L'épisode Sepulveda qui a traumatisé la nation, il prend un taxi au milieu de l'étape, hein, c'est à peu près grosso modo ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a besoin de revenir dessus, sachant qu'on a déjà abordé l'histoire sur les semaines? Est-ce que vous avez un commentaire à faire, vous moquer ou compatir avec l'Argentin? Mathieu, Guillaume, quelque chose à dire dessus? Non, après je pense qu'il s'est précipité, hein, vraiment. Il a fait ça dans la précipitation. Mais après, il était pas si mal que ça en montagne encore. Je trouve que c'est prometteur pour le futur. Hein. Donc, j'ai envie de dire, faudra voir l'an prochain ce qu'il pourra faire sur le Tour. Oui, pas si loin que ça. Il était dans le Tour de la 20e place, dans le Tour là. Bon, il était pas non plus extraordinaire, mais bon, c'est sûr que pour un premier Tour de France, c'est pas si mal. Costa aussi, qu'on avait également abordé sur le podcast de la deuxième semaine, donc on va pas non plus délayer dessus, qui a également abandonné, le Portugais. Touché par la chute de la troisième étape et qui a quand même réussi à tenir dans le peloton pendant une bonne dizaine de jours, mais on voyait qu'il était quand même pas au top et qui a fini par abandonner. Guillaume, c'est quelque chose à dire sur le Portugais? Moi j'ai mettais beaucoup d'espoir, je le mettais 8ème dans mon pronostic, je me suis bien fait enfler. Bah, c'est-à-dire que faut regarder son palmarès, il a jamais fait de classement général. Est-ce qu'il en fera un jour? Là c'était la première fois qu'on pouvait y penser et il a joué de malchance. Je sais pas, je pense qu'il est peut-être pas assez régulier aussi sur 3 semaines pour passer, pour arriver dans les 10 ou dans les 15. Enfin, peut-être dans les 15, mais peut-être pas dans les 10. Je sais pas. Il s'est peut-être trompé d'objectif. Moi, je pense que s'il avait joué tranquille. Ouais. Après, on peut pas refaire la course. On verra. Je sais pas s'il fait la Vuelta. Ou là, tu me poses une colle là sur le coup, mais ouais, moi c'était mon petit pari entre guillemets. Il faisait une très bonne saison. Je le voyais très en forme, mais finalement, effectivement. Sur 3 semaines, on n'en sait rien. Sur une semaine, il marche bien, c'est comme Porte, hein. Mais sur 3 semaines, c'est pareil. L'analogie est pas mal. On n'en sait pas grand-chose, quoi. Ouais, parce qu'ils sont à chaque fois, il y a des conditions particulières qui font qu'ils peuvent pas briller. On peut pas les tester vraiment de façon à la régulière, quoi, parce qu'ils sont victimes de chutes ou ce genre de trucs, effectivement. Et enfin, le dernier petit abandon gros abandon même parmi les favoris pour le général, je vais en dire, parce que il était rentré dans les 4 fantastiques, hein, c'est ce que m'avait dit Alexis. C'est Van Garderen, le 4e fantastique, qui a finalement abandonné suite à une maladie subitement, une journée comme ça. Alors là, il faut quand même revenir dessus. Van Garderen, voilà, qui abandonne alors qu'il était combien du général il était? Second, troisième? Troisième. Troisième. Ouais, il était sur le podium en tout cas au moment où il abandonne, et effectivement journée galère, malade et abandon finalement. Alexis. Il avançait plus, ça m'a fait vraiment peine à voir. J'étais dégoûté, franchement dégoûté, parce que pour une fois qu'il retrouvait un bon niveau, parce qu'il a quand même fait 5ème d'un tour en 2012, je crois. L'année dernière, il était pas mauvais non plus, mais là, il avait vraiment franchi un cap. Il était présent, il était sur le podium, il pouvait faire quelque chose. Mais c'est dommage, j'étais vraiment dégoûté quand j'ai vu ça. Ouais, effectivement. Mais il revient sur la Volta, et là, il va refaire un podium aussi. Voilà. Et à noter que c'est la deuxième fois que ça lui arrive, entre guillemets, je sais pas si c'est la même chose, mais bon là, ça lui arrive au milieu du tour, alors qu'il était déjà bien placé au général. Mais en 2013, il me le semble, je fais par élimination, il a été complètement largué dès la première étape de montagne, alors qu'il avait des grosses ambitions, et du coup, il disait qu'il avait pas compris pourquoi il avait été largué. Il avait eu un virus, je crois, un truc comme ça, donc
Il avait perdu 20-30 minutes, un truc comme ça. Il était très 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 fin. Un petit peu fragile le monsieur, hein. Il a les virus, il a Ouais, pas ça. peut-être. Ouais, bref. Il lui faut un motorhome là, ou un truc comme Porte qui était qui est phobique des microbes là et tout. Il paraît sur le Giro. Ouais. Il faudrait que c'est un peu comme lui. Quoi. Mais ils ont Les demandé. Sky, les Sky, ils ont la phobie des microbes, ouais, des virus. Et j'ai vu un truc sur de Froome qui disait que à force ils perdaient beaucoup de poids et du coup ça les laissait vulnérables aux maladies. Alors je sais pas si c'est ce qui est arrivé à TJ, mais je pense que c'est vrai que avec ces gabarits comme Thomas et Froome qui sont très affûtés, ça laisse pas mal de place pour des abandons suite à un passage à vue. À voir est-ce qu'il avait perdu vraiment beaucoup de poids avant de venir le run. Bon après, hein, ça peut être Non, mais c'est autre chose. ça peut être aussi physiquement. Peut-être qu'il a un Ouais, un système immunitaire un petit peu défaillant. Je ne sais pas, mais bon. Il s'était coupé les cheveux, c'est peut-être pour ça. Je crois qu'il s'est fait une plaie ouverte sur le cuir chevelu qui s'est infecté. Et, voilà. Exactement. Science-fiction. Quoi. Bref. Mathieu, quelque chose à dire sur l'américain? Je crois pour la petite maladie qu'il a eu, je crois que c'était à l'étape du plateau de Bay, je crois, avec toute la pluie qu'il y a eu, il y a plein de coureurs qui ont chopé des virus, tout ça. Et il a pas réussi à vraiment guérir. Et le lendemain de la journée de repos, ça a été fatal pour lui. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il faisait un bon tour pour l'instant. Après, ça promet, faut le voir à l'œuvre l'an prochain, ou même sur la Volta. Ouais, bah il fait un tour sur 2, donc normalement l'an prochain c'est bon. Voilà, c'est le même phénomène que Van den Broek, exactement. Peut-être qu'il marche que les années paires. Hein. C'est ça. Bon ben voilà, on peut passer maintenant aux coureurs qui n'ont pas abandonné, aux coureurs qui sont classés. Donc on va faire du moins bien classé au mieux classé. Bon, il y en a quelques-uns qui vont pas forcément demander une analyse hyper approfondie, mais on va quand même passer dessus. Tout d'abord, 98e, la grosse déception. C'est Brice Feuillu, 3h23 minutes et 11 secondes de Chris Froome. Bon, après, si Pulveda, c'est Feuillu, quoi. T'en as combien comme ça? C'était ma blague du podcast, hein. J'espère que vous avez apprécié. Bon, voilà. Je vais même pas vous donner la parole sur Brice Feuillu, voilà, qui est pour moi une farce, qui a été montée toute pièce par France Télévisions. Bref. Ensuite, je fais un petit package à la 89e et à la 50e place. Ils sont deux, ils sont jumeaux, ils sont britanniques, ils sont chez Orica. C'est Simon Yates et Adam Yates. Donc Simon Yates qui termine à 3h15, et Adam Yates qui termine à 2h15. Il y a 1 heure de différence entre les deux quand même. Qui l'avait mis 5e? Non, t'arraches pas. J'avais mis dans les top 10. J'avais mis 9e, un Yates. Effectivement, je me suis chié. Bon, voilà. Ah ouais. Alors, pour ce qui est... Mais finalement, ils ont fait quelques trucs sur le tour. Il leur manque en fait... Non, mais il leur manque la régularité parce qu'ils se sont quand même montrés tous les deux. Donc Simon fait 8e à UI et 10e à Mende, donc plutôt sur les étapes pour puncher. Et Adam fait 7e au mur de Bretagne et 7e à la Pierre Saint-Martin. Donc monsieur, avant de me critiquer, pour moi, ce qui manque à ces jeunes hommes, c'est juste... C'est 3 heures. Oui, bon, voilà, c'est la régularité. Bon après, forcément, quand ils ont été largués, ils ont fait compléto, mais c'est la régularité parce que sur une étape, on voit qu'ils sont capables d'être bien classés parmi les meilleurs en montagne et sur l'étape accidentée. Qu'est-ce que vous avez à dire sur t'as l'air d'être bavard. Alors vas-y, Alexis. Ah, je peux pas voir, je voulais juste me foutre de la tête, mais... Tu veux qu'on revienne sur ton pronostic? T'as fait des merdes, toi aussi, hein. Je les avais notés, attends. Ah ouais? Je vois pas lesquels. Vas-y, je laisse parle sur tes Yates, là. Non, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire quelque chose, parce que je sais plus lequel des deux est sorti d'un bon Dauphiné, je crois. C'était Simon. Ouais, voilà, merci. Et ouais, bah pour finir, ils se sont montrés que sur quelques étapes, mais du coup, à voir est-ce qu'ils sont vraiment faits pour les grands tours 3 semaines ou plus pour les courses d'une semaine, ça on n'en sait pas, ils sont encore jeunes. On verra bien. À 3 semaines, c'est clair et net qu'ils sont très jeunes et ils ont montré qu'ils sont pas encore prêts. Est-ce qu'ils le seront un jour, on verra. Ou est-ce que ça restera des coureurs d'une semaine comme il y en a beaucoup dans le peloton? On verra bien, mais toujours est-il que 2019. Ouais. Sur une semaine, ils se sont montrés. Déjà dès leur première année pro l'année dernière, s'il y en a un qui s'est montré, cette année ça a plus été un autre. Alors je sais jamais les distinguer. Donc je sais qu'il y a Adam qui a brillé une année et Simon l'année suivante. Hein, donc c'est normal, ils sont que deux. Voilà, c'est ça. Donc sur une semaine, ils se sont quand même montrés. Hein. Bon voilà. Quelque chose à dire sur les Britanniques, Mathieu peut-être.
D'accord. Non, visiblement, Mathieu n'a rien à dire sur les VTB, il y a pas de souci. Non, rien de particulier. Après, ils sont jeunes encore après, donc faut qu'ils aient le temps d'apprendre, je pense. Il faut laisser le temps au temps. Ouais. Bon. Guillaume, quelque chose à rajouter ou j'enchaîne? Ah, vas-y. C'est un petit truc. Je pense que vous les sous-estimez un peu. On les a quand même pas mal vus sur ce tour. Après, je pense pas qu'ils venaient avec des grosses ambitions. Orica a joué de malchance, donc ils ont vite perdu leur ambition générale. Surtout sur la cause du chrono par équipe, là. Et puis la première semaine. Et après, ils ont essayé de jouer les échappées. On les a quand même pas mal vus. Mais c'est sûr qu'ils ont pas été en réussite et il n'y avait pas la très grande forme. Visiblement, c'était pour après le tour, pour certains. Oui, exactement. La classique à Saint-Sébastien, effectivement. Rendez-vous pour les voir sur le tour en 2019 et 2020. Voilà. C'est un grand homme qui a dit ça. On verra s'il a raison. Exactement. Le Palois. Parce qu'il les a trouvés motivés. Voilà. Ouais. Ils sont britanniques, hein. Les Britanniques sont motivés. Ouais, forcément. Et ils sont moins bronzés que Quintana. Ça aussi, ouais. Faut retenir. Ah, Cyril et ses phrases, Il nous manque. c'est ça. Des punchlines comme ça, il y a que lui qui nous en sort. 42e du général, Rigoberto Urán, le coureur de la ETX, qui a fait illusion pendant un peu plus d'une semaine, avant de plus jouer le général. Il termine à plus de 2 heures lui aussi. Il fait 4e à Mende et 3e à Pralou. Finalement, après un Giro très moyen, on espérait que c'était parce qu'il allait doubler le Giro Tour et du coup qu'on allait le retrouver sur le Tour. Finalement non plus. 42e. C'est pas extraordinaire. Et voilà. Guillaume, quelque chose à dire sur le Colombien? C'est pas une super saison pour lui, quoi. C'est pas la joie, j'ai l'impression. Voilà, c'est très bien résumé. Effectivement. Je pense pas qu'il avait prévu de doubler le Giro Tour. Enfin, je sais pas trop. Si, il avait quand même annoncé en début de saison qu'il doublait le Giro Tour. Ouais, mais je pense qu'il visait vraiment le Giro. Et ensuite sur le Tour, il a été déçu aussi. Je sais pas. Giro, il avait peut-être encore un rhume, c'est pas. Giro malade et a visiblement, d'après son directeur sportif, des kilos en trop. Voilà, c'était un petit peu. Syndrome Betancourt. C'est ça. Bon, Non, mais ça, les Colombiens et le McDo, c'est ça. voilà. En fait, ouais, McDo, ils ont eu succès pour les USA, mais en Colombie aussi. Ouais. Quelque chose à rajouter sur Urán, Mathieu, Alexis? Moi, c'est juste Alexis. C'est pas Mathieu Alexis, tu vois. Non, mais je demande aux deux, là, parce que c'est pas forcément un coureur sur lequel on va s'attarder des masses, mais si vous avez quelque chose à dire. Non, mais Oran, on l'a vu 2 jours, hein. On l'a vu à Mende et on l'a vu à Pralou. Parce qu'après, sinon, le reste, il était un peu caché et c'est vrai que c'est pas une grosse saison pour lui. Je pense qu'il a hâte d'être à la saison prochaine. Ouais. Il a fait illusion une semaine parce que notamment il avait pris la bonne bordure sur l'étape 2 et puis il a été classé au général au bout d'un moment, mais on a bien vu dès les premières étapes de montagne qu'il était quand même un peu en dessous et après on a vu qu'il était carrément en dessous et puis il a lâché l'affaire après. Effectivement. Voilà. On peut de suite enchaîner avec le 31e du général qui, en fait, je pense qu'on l'avait pas du tout présenté comme un candidat au général au départ à Paris, à Paris. On a pas fait le départ à Paris, c'était l'arrivée à Paris. Au départ à Utrecht, c'était Tony Galopin de la Lotto Soudal, mais forcé est de constater au fil des jours qu'il arrivait à tenir en montagne, qu'il était toujours bien passé. Malheureusement, il a craqué aux alentours de en 3e semaine tout simplement parce que jusqu'à la 13e étape, il avait quand même 5 top 10 à son actif. Donc il était vraiment très régulier et très présent et finalement c'est la bonne surprise française de ce tour, même si ça n'a pas été au final on l'a pas vu classé au général puisqu'il a complètement lâché l'affaire en fin de semaine quand il a vu qu'il était cramé. Mais on pensait pas qu'il était capable de faire quelque chose sur un grand tour ou même de façon globale sur une course où il y avait de la montagne et ben finalement si. Donc Alexis, Tony Galopin, la surprise? Il nous faut des grands tours de 2 semaines pour qu'il puisse réussir. Voilà. Le Tour de Colombie fait 15 jours, je crois. Il peut briller là-bas. Non, mais sérieusement, j'étais très impressionné. Je pensais pas à ce niveau-là quand j'ai vu qu'il tenait au départ les premières étapes de montagne. Malheureusement, il a craqué, donc ce que ça prouve qu'il préfère peut-être les courses d'une semaine, je sais pas. Mais à mon avis, il était vraiment là pour se tester, parce que quand Van den Broek avait voulu faire le Giro, qu'il a foiré d'ailleurs accessoirement, mais terminant derrière son équipier Montfort, avec qui il s'est frité à une arrivée. Voilà, c'était pour l'anecdote. Ah, il s'est frité.
Ouais, ils ont failli se foutre sur la gueule, Montfort et Van den Broek. Je l'avais déjà dit sur le podcast sur le Giro. Ah, j'ai compris Montfort et Galopin. Comme ça, je suis Non, pigé. Montfort se frite pas avec tout le monde quand même, faut pas déconner. Non, mais oui. Mais à mon avis, c'était vraiment pour se tester, comme il n'y avait pas de leader attitré à l'équipe pour la montagne, il s'est dit, bah, pourquoi pas essayer, voir de quoi je suis capable. Et bon, bah, on voit de quoi il était capable, et c'est 2 semaines maximum. C'est, peut-être que s'il bosse, il peut y arriver, mais à sa place, je me concentrerai plus sur les courses d'une semaine, et pourquoi pas briller là-dedans. Effectivement, voilà. Mathieu, ton avis sur Tony? Pour moi, c'est peut-être la surprise de ce tour, parce que Tony Galopin, on l'attendait pas du tout en montagne. Et quand on voit qu'il fait 9e à la Pierre-Saint-Martin, qu'il tient dans le top 10 jusqu'à Valence, jusqu'à la fin de la deuxième semaine, c'est fort quand même. Après, c'est vrai que c'était la première fois où il était leader de l'équipe sur un grand tour, donc on n'est pas de mesure par le passé, mais il y a de quoi être content quand même de ce qu'il a fait. Oui, c'est clair et net que c'est la grosse surprise, puisque en montagne, on l'avait jamais vraiment vu avant. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir. On l'a jamais vu du tout. J'ai un souvenir sur un Tour d'Oman, à l'arrivée à la Green Mountain, où effectivement, il a fait une très bonne montée. Mais bon, on peut pas dire que ce soit une référence quand on compare à un col du Tour de France. Mais effectivement, énorme surprise, parce que personne n'attendait. Thierry Adam a fait semblant que c'était normal, hein, qu'il arrive à grimper. Moi, j'ai halluciné devant mon écran. Mais bon, voilà. Guillaume, ton avis sur la surprise française? Ah bah, c'est bien résumé, c'est une sacrée surprise. Bon, il a pas trop digéré la dernière semaine. On peut dire que c'était pas fait pour lui. On peut dire que c'est presque logique aussi, parce que le voir qu'il fait. Ouais, on s'attendait un petit peu qu'à ce qu'il craque un moment. Ouais. Il le disait lui-même, hein, dès la première étape des Pyrénées à la fin, il disait, de toute façon, moi je fais au jour le jour, si je suis lâché, je m'en fiche. Je vais à fond. Et je me teste, quoi, il le dit lui-même, hein. Mais bon, après c'est un peu dommage parce que en se fixant cet objectif, il s'est complètement cramé sur la fin, alors qu'il aurait pu jouer une victoire d'étape, et je pense qu'il n'en avait plus trop l'envie ni les jambes. Donc voilà, il s'est un peu bloqué là-dessus, mais non, c'était quand même grosso modo un bon test pour lui et une sacrée surprise. Ouais, il en ressort avec pas mal d'informations sur ses capacités, c'est sûr. Bon, eh bien, on peut enchaîner avec un nouveau coureur qui était pour moi la grosse déception. Il m'a niqué mon prono. C'est Joaquim Rodriguez de la Katusha qui termine 29e à 1h36. Je l'avais pronostiqué 4e du général, hein, voilà. Vous pouvez vous moquer de moi. Ouais, parce que moi je croyais qu'il allait jouer général, mais finalement non. Monsieur a joué les étapes. Ça lui a très bien réussi. Tu déconnes, mais je l'ai mis 7e, moi, donc je me suis planté aussi. Mais je pense que tout le monde l'a mis dans les 10, hein, il me semble. Mais je vérifie vite fait, là j'ai les chronos sous les yeux. Ouais, 8e, 6e, 7e et 4e. Voilà, c'est les 4 pronos. Les 4 je les avais mis dans les 10. Donc, mais monsieur a préféré jouer les étapes. Il s'en est très bien sorti puisqu'il gagne 2 étapes. Il gagne l'arrivée au mur de Huy et au plateau de Beille. 2 superbes étapes. Plateau de Beille en échappé et mur de Huy en costaud. Très costaud d'ailleurs. Donc on peut pas dire que le tour est arrêté pour lui, il est hyper bien réussi, mais bon, il a pas le général. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus, hein, Mathieu? Il a fait du Rodriguez, hein. Il a été chercher les étapes. Après moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est après l'étape du plateau de Beille, il était pas trop mal placé au général et je voyais lâcher prise assez vite. Je pensais qu'il allait jouer les étapes qui restaient. Mais au final, on n'a pas trop vu sur la fin du tour. Donc je me dis qu'il avait peut-être pas les jambes, ou alors je sais pas, mais il y avait peut-être mieux à faire. Hein. J'ai même envie de dire qu'on l'a pas trop vu du tour, si c'est sur les 2 étapes qu'il a gagné, hein, parce que sans déconner, il a été lâché à chaque fois très rapidement, sauf quand il a gagné ses étapes. Hein. On l'a vu juste lâcher. Ah non, mais c'était le roi des one shots, hein, c'est-à-dire que quand il misait sur une étape, il imitait tout ce qu'il avait et ça marchait. Bien joué de sa part en tout cas. Guillaume, ton avis sur Purlito? C'est assez bien résumé de la part de Mathieu, c'est-à-dire qu'il a fait du Purito et il allait gagner ses étapes et sur la dernière semaine il a été transparent. Je crois qu'il attaque sur une étape des Alpes, donc je pense qu'en fait c'était pas, il voulait pas, il avait pas les jambes parce qu'il attaque, il n'arrive pas à suivre les échappés, Pinot, même des mecs beaucoup moins bons, et il arrive clairement pas à les suivre. Et je pense qu'il avait vraiment pas les jambes sur la dernière semaine. Il pouvait jouer aussi le maillot à poids, il a pas du tout essayé. Enfin, il a complètement pareil. Je sais plus sur quelle étape il essaye de s'échapper.
Je ne m'en souviens plus non plus, exactement. Alexis, ton avis sur l'homme au cigare? J'essaie d'avoir un surnom pour les coureurs à chaque fois que je m'adresse à quelqu'un de différent. Ça devient vite ridicule, quoi. Ouais, Rodriguez, allez-y. Il a sûrement fait son meilleur choix, parce qu'entre une place au général ou 2 victoires d'étape, c'est vrai que c'est mieux 2 victoires d'étape quand même. Tout dépend de la place, hein, surtout. Ouais, mais on le voyait mal gagner le tour quand même. Oui, bon, certes. Voilà. Donc 2 étapes, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, je pense. Et ouais, la première étape, il a gagné en costaud. La deuxième, c'était plus au mental. Mais le voir comme ça, gagner au courage sous la pluie, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai bien aimé. Ouais, bon, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, il a fait un très très bon Tour de France, même si moi je reste colère, hein, il a pas vu le général cet enfoiré, mais bon, c'est pas très grave. Ça y est, j'ai retrouvé, il était dans l'échappée de la 18e étape. Et il a lâché au pied du col du Glandon à la fin. Donc, il était vraiment un cran en dessous. Ah ouais, il a vu une fringale au sommet. Ouais. Ah oui, il a été complètement à l'arrêt, c'est vrai, on se rappelle de ça, effectivement. On passe de suite, enfin un petit bond de la 29e à la 16e place, avec la déception française de ce Tour de France. Monsieur Thibaut Pinot, monsieur Je cours comme David Moncoutier. Bon, il a quand même gagné une étape. Il sauve son tour en gagnant l'étape de l'Alpe d'Huez. Hein. Il fait 2e amende également, suite à un magnifique fail en compagnie de Romain Bardet sur lesquels on est déjà revenu. Il fait également 4e à Pralou et à la Toussuire. Donc des bonnes Alpes, mais une première partie de Tour de France catastrophique qui annule complètement ses chances au général. Il fait 16e à 38 minutes, il me semble. Voilà, 38 minutes et 52 secondes. Pinot, on a beaucoup délié sur lui. Si vous voulez encore plus l'enfoncer, allez-y, c'est le moment. Alexis, lâche-toi. Non, il a sauvé son tour. C'est une belle victoire qu'il a eu là, même si il aurait pu avoir une deuxième victoire si c'était mieux débrouillé avec Bardet, parce que je pense qu'il était un peu plus fort que le coureur d'AG2R. Mais ouais, enfin, c'est dommage d'avoir fait un début de tour pareil, parce que il aurait pu vraiment viser une place au général s'il l'avait voulu. Plusieurs fois il a suivi, hein, mais que quand il pleut. Donc c'est vrai que c'est dommage. Donc à voir la suite, mais ouais, s'il a bien sauvé le truc, mais bon, je trouve pas ça, quoi. Ouais, effectivement. Guillaume. Il a joué de malchance, hein. Oh non, il y a pas que de la malchance, là, n'importe quoi. Il y a des chutes là, il est 113e du peloton alors qu'il doit être dans les 30 premiers, quoi. Il y a des chutes, c'est sa faute, quoi. Je suis désolé. Ouais, c'est clairement. En plus, le pire, c'est qu'après le Tour de Suisse, il aurait pu faire ses erreurs, quoi. Surtout après le Tour de Suisse où il était ridicule. Il aurait dû apprendre de ses erreurs. Le mec se fait larguer sur toutes les étapes de plat sur le Tour de Suisse, et sur le Tour de France il fait pareil, quoi. C'est le mec qui apprend pas de ses leçons, quoi. Alors est-ce que c'est sur l'étape pavée, les équipiers sont pas là. L'étape pavée, c'est de la malchance. Oui, l'étape pavée, je suis d'accord, c'est de la malchance. Bon, après on peut reparler de son attitude, même si c'est de l'énervement, certes, il doit craquer un peu mentalement, mais bon, le fait d'engueuler son mécanicien pendant 10 secondes sans repartir, c'est un peu moyen, mais bon, ça je l'accorde. Enfin, quand t'as 2 minutes 30 dans la vue, t'es plus à 10 secondes près. Hein. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est le l'avant-veille. Le lendemain, il chute parce qu'il est dans les dernières positions du peloton alors que c'est le final. Mais oui, c'est forcé que tu vas perdre du temps. C'est forcé que s'il y a une chute, tu te la prends dans la tronche. Je suis désolé. Moi, c'est sa façon de courir. Je sais pas si c'est un problème personnel qu'il aime pas frotter ou si c'est son équipe qui n'arrive pas à le remonter. Et là, du coup, ça serait encore plus inquiétant. Mais voilà. Et puis il y a encore et là, j'ai peut-être une excuse pour lui au niveau de la chute, c'est que quand t'as perdu 1 minute au bout de 2 étapes, une autre minute le lendemain et 2 voire 3 minutes sur les pavés, t'en as marre. Je crois qu'à ce moment-là, il était en effet à 3 ou 4 minutes. Mais est-ce que je peux te préciser que monsieur Valverde est à 5 minutes et il est 3e général, hein. Donc au bout d'un moment, même si t'as 5 minutes de retard au bout d'une semaine... J'ai pas dit que c'était défendable. J'ai pas dit que c'était défendable, ok? J'ai dit que dans sa tête, perdre autant de temps au bout de quelques jours, tu peux lâcher prise. J'ai pas dit qu'il fallait le faire. Certes, mentalement, il a dû prendre en effet un gros coup, mais bon, moi c'est dingue parce qu'il montre que sur les étapes de montagne, il est là, quoi. Il arrive à suivre, il a des... Ouais, mais quand il est bon, il arrive à suivre les meilleurs, quoi, mais bon. Ouais, mais il est bon que quand il pleut. Ça, c'est un autre débat, quoi, c'est sûr. Ça, c'était son excuse favorite. La chaleur, il la ressortait à chaque interview. Ouais. Je pense qu'il s'est trouvé une bonne excuse. Mais qu'il aille gagner le Giro l'année prochaine, quoi. Ouais, il y a peu de chaleur, là. C'est ça. Clair. Mathieu, ton avis sur Thibaut?
Moi, j'ai plutôt envie de le féliciter plutôt que de le rabaisser. Alors, il a pas eu beaucoup de chance en première semaine. En Zélande, c'est le mec devant lui qui pète. Au mur de 8, sur l'étape de 8, il craque mentalement parce que c'est William Bonnet qui chute. Sur les pavés, c'est à cause de son dérailleur électronique, je crois. Ouais, Et il a une crevaison et après il a des dérailleurs électriques qui baissent. Mais après, sur les pavés, là c'est son équipe que je m'en cause parce que il est quand même c'est le dernier à survivre alors qu'il a Démarre et la Danius dans l'équipe. Hein. Non, les pavés. Après encore en montagne, bon, à la Pierre Saint-Martin, vers Cauterets, pareil, il est pas bien, il a une défaillance. Mais après, il a réussi à relever la tête. Et je pense vaut mieux retenir ça, faut retenir le côté positif. Il a gagné l'étape de l'Alpe d'Huez, c'est quand même vachement bien. Et il a réussi un peu à suivre les leaders quand il s'approchait à faire ça, donc je pense qu'il y a du bien dans la deuxième moitié de son Tour de France qu'il faut retenir. Oui, il a fait une très bonne dernière semaine effectivement. Ça, c'est ce qui sauve son tour hein, pour moi parce que l'étape quand même fait qu'il ressort avec un bilan qui est pas si négatif que ça. Pour moi, il a une équipe qui est pas à la hauteur de ses ambitions pour le général, et il lui faudrait aussi un directeur sportif qui lui donne un peu plus de coups de pied au cul pour frotter et être devant. Peut-être que c'est ça la solution. C'est les deux choses qui font qu'au général, que ce soit l'année dernière, il a réussi à bien briller au général parce que tout s'est bien passé, hein, et je pense qu'il a serré les fesses et c'est passé. Il n'y a pas eu tant de cassures que ça, il a réussi à les éviter ces petits pièges. Bah, cette année, il y a eu plus de frotte, il y a eu plus de chutes et bah, il est dedans parce qu'il est mal placé toujours. Pour moi, c'est ça. Ouais, Voilà. puis finalement, entre guillemets, hein, évidemment, ce n'est que une première partie de tour, parce que le reste de sa saison, il est quand même bon, quoi. Il tient, quoi. Il est 4e partout dans tous les courses auxquelles il a participé, presque. C'est pas mal. Sa saison est bien. Une victoire à l'Alpe d'Huez, ça rajoute en plus, c'est bien. Oui, après, globalement, sa saison est excellente. Elle est très bonne, oui. Il est classé sur le Tirreno, sur le Romandie en Suisse, il fait une bonne saison. C'est son Tour de France seul en fait qui est décevant, mais je mettrais ça entre guillemets maintenant qu'il a gagné l'étape. Ouais, puis le problème c'est que la plupart des gens vont se concentrer sur son Tour de France et il va se faire lyncher entre guillemets par les spectateurs comme quoi. C'est sûr. Enfin, il s'est pas tant lynché que ça. Hein, j'ai l'impression on lui donne quand même pas mal de largesse. Mais bon. Ça, ce n'est que mon avis. Tu voyais ce que je voulais dire. Ouais. Non, après, c'est un coureur il m'énerve parce que c'est un coureur que j'apprécie et on voit qu'il a le potentiel pour faire des grandes choses. Hein. Après, voilà. Faut qu'il règle quelques soucis. Voilà. On peut parler à un autre Français maintenant. 14e, Warren Barguil. C'est plus lui, on est plutôt positif de son Tour de France, on est même très positif. Dommage qu'il ait un peu craqué sur la fin. Un petit peu à la manière d'un galopin en étant moins extrême quand même. Il termine à 31 minutes, lui aussi. Très très régulier, puisqu'il a seulement 2 top 10 dans tout son Tour de France. Donc il était vraiment à chaque fois là, mais pas non plus parmi les meilleurs. Et parmi ces 2 top 10, il y en a un, c'est la deuxième étape, l'arrivée en Zélande gagnée par Greipel. Hein. Donc vraiment c'est le mec, il a essayé de nous faire une Zoubelia un petit peu. Bon, il a été moins discret Zoubelia parce que vu qu'on était en France, les caméras étaient braquées sur lui. Mais voilà, 14e pour un premier Tour de France en tant que leader. C'est pas si mal que ça, Mathieu. Ton avis sur Monsieur Barguil? Bah, il s'en est bien tiré, je pense quand même. Il a été très régulier. Après, je pense qu'il a souffert aussi du fait qu'il était pas très épaulé. Son équipe s'était quand même plutôt tournée vers Degenkolb. Et même il a dû taffer un peu pour l'allemand aussi. Hein. Par exemple, sur les pavés, il y a des fois, il a pris en tête le peloton pour emmener Degenkolb. Donc s'il était leader tout seul dans son équipe là, avec toute l'équipe avec lui, il pourrait faire un très bon tour. Ouais. C'est clair et net que son statut était statué. Il avait un statut de électron libre en fait. C'est ça qui était. Disons qu'il n'avait pas à travailler pour des Gancom normalement et qu'il pouvait général dans son coin. Mais il est clair que l'équipe était construite autour des Gancom parce que les sprints c'est la tradition des Giants. Effectivement. Guillaume, ton avis sur Warren? Moi, ça a été un bon tour pour lui. Après, c'est sûr que les 2 dernières étapes de montagne, c'est pas très très bien passé. Mais je pense que c'était un tour difficile aussi. C'était pas évident pour une première tentative. Mais non, il a été très prometteur. Il est très régulier, je trouve, et il monte en puissance chaque année.
Il a été impressionnant surtout sur les étapes pas forcément de montagne, hein, sur Zélande, sur les pavés. Il est présent, quoi. C'est pas comme Pinot. Et surtout, il court extrêmement bien. Voilà, pas comme Pinot, il court à l'avant, toujours bien placé, et mais merci, quoi. Il m'a fait plaisir sur ce point de vue-là. Faut juste qu'il progresse un petit peu en montagne, ça viendra avec les années, et pour moi, ça peut être un très bon coureur. Et comme l'a dit, comme l'a dit 53 fois, comment il s'appelle le mec qui est derrière le peloton, là, sur France Télé? Nicolas G. Ah, là, Nicolas G, voilà. Il court comme un vieux briscard. Ça, à chaque fois qu'il se faisait larguer, il le disait, ouais, il perd pas beaucoup de temps et tout. Et c'est pas faux, parce que contrairement à certains coureurs jeunes qui ont tendance à vouloir rester trop longtemps dans le groupe de tête, lui, il se laisse larguer et il gère son effort. Ouais, c'est ça, c'est Vasseur Odyssey qui courait à l'expérience, même s'il n'avait pas tant que ça. Voilà. Il courait intelligemment bien. C'est pas Nicolas Roche, quoi. Voilà. Désolé pour toi, Mathieu. On sait que tu adores ce coureur. Non, mais là, Nicolas Roche, il faut être honnête, il tient, ouais. et puis d'un coup, il prend 10 minutes, quoi. Ouais, bon. Bon, bref. Guillaume, on t'a pas entendu sur Warren, il me semble? Si, c'est moi qu'on l'a pas entendu. Ah ouais, merde, putain, Alexis, on t'a pas entendu sur... Elle veut plus parler. Complètement largué, le mec, hein, bon, vas-y. Non, mais ouais, il m'a fait extrêmement plaisir. Moi, j'ai adoré le regarder courir. Ce qui est dommage, c'est quoi? Bon, déjà, il avait pas d'équipe, il a chuté. Ce que j'ai un peu peur pour lui dans la suite, c'est que je connais pas son niveau en contre-la-montre. Et ça, cette année, il a fait un bon tour. Enfin, pour ton niveau, il a fait un bon tour parce qu'il y avait pas de chrono. Mais je sais pas si plus tard, même s'il fait des progrès en montagne qui peut être meilleur, tout ça, si le chrono va pas lui porter préjudice, en fait. Ouais, surtout vu que son gabarit... Voilà. Et il me semble pas qu'il ait déjà une référence ou qu'il ait perdu pas beaucoup de temps sur un chrono à l'époque. C'est pire que ça, je pense qu'il a des mauvaises références sur les chronos. Ouais, Ouais, voilà. Il est très mauvais. Ouais, bon, en même temps, oui, c'est sûr, tu vois son physique, tu sens que c'est pas Tony Martin, quoi, tout à fait, mais bon. Ouais, mais le problème, c'est que justement, le chrono, c'est la faiblesse de tous les coureurs français. Tu regardes Pinot, Roland, Bardet, et maintenant Barguil, il y en a aucun qui est doué en chrono, entre guillemets, qui peut nous faire une Froome, tu vois. Ils sont juste bons en montagne, ils vont tenir, puis ils vont prendre 1 minute 30, 2 minutes dans le chrono, et ça va leur coûter, il y a Perrault qui est bon au chrono. Oui, non, mais c'est pas la jeunesse, mais bon. Il y a Pinot, il a fait le meilleur temps du prologue. Non mais Pinot, il a, même s'il a pas encore des références de ouf, même s'il commence à en avoir quelques-unes qui sont pas trop mal, il a un gabarit Pinot qui fait que on peut s'attendre de lui s'il travaille sa position à ce qu'il soit pas mauvais en contre-la-montre, parce qu'il est quand même puissant Pinot. Pour un grimpeur, il a un gabarit de ouf, hein, et c'est assez improbable d'ailleurs. Mais voilà quoi. Effectivement. Mais il va quand même perdre du temps sur les autres, je pense. Là, le prologue, c'est les favoris, ils l'ont un peu fait, je sais pas comment ils l'ont fait, mais c'est Pinot qui se battent. Ils avaient touché à la chaleur aussi les autres. Hein. On a eu un droit à un bruit particulier, là, je sais pas ce que c'était. Je sais pas c'était quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, ben voilà, Barguil, 14e, on peut passer au 13e du général, qui est l'intrus, j'ai envie de dire, du top 15, hein, c'est Serge Pauwels, voilà, de la MTN QVK. On attendait tous Menfries, déception pour moi de ce Tour de France, moi je l'attendais. Mais c'est Pauwels qui a brillé, 31 minutes de retard tout de même, mais bon, 13e place quand même. Il fait 4e à Cotteret, 9e à Pralou et 6e à Saint-Jean-de-Maurienne. Et il s'était déjà montré sur la Pierre Saint-Martin, il avait déjà surpris son monde à ce moment-là. Quelque chose à dire sur la révélation belge, révélée à 30 ans, fait 29, je sais pas quel âge il a, mais Pauwels, il est pas jeune. Ça n'arrivera qu'une fois. Ah, c'est le fameux one-shot, mais vas-y. Non, mais il est pas mauvais non plus en montagne, quoi. Il grimpe, mais une 13e place, bah, ça va nous faire comme une Navarro, quoi. Il fait top 10 une fois, puis après c'est tout. Oui. Oh, mais c'est un grimpeur, on sait que son profil c'est un grimpeur, mais il a 31 ans, tiens. Son profil c'est un grimpeur, mais contrairement à Navarro avait des références, c'est-à-dire qu'il faisait exploser le peloton quand il emmenait Contador, c'est pas tout à fait pareil, mais lui il sort vraiment de... Voilà. Nulle part. Voilà. Ouais. Sa meilleure place, c'était 24e du Tour d'Espagne en 2012, quoi. Ça, c'est sa meilleure place sur un grand tour avant cette année, quoi. À mon avis, plus tard, il aidera Mentiès, c'est ça? Voilà. Je sais, 31 ans. Est-ce qu'il restera déjà chez MTN l'année prochaine? Sans doute. Bon, il a l'air de bien s'y plaire.
Ouais, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Powell. Je pense que c'est un coureur sur lequel on peut pas forcément dire des masses de trucs tellement c'est un peu surprenant. Mathieu, Guillaume, quelque chose à rajouter sur lui? Il y a toujours un intrus dans le top 15. Il en fallait bien un. Ouais, c'est pas faux. C'est lui. Effectivement. Bon voilà, je pense que ce silence résume bien ce qu'on pense de Powell, c'est-à-dire qu'il est là, mais il est là. Voilà. C'est pas qu'on n'en pense rien, c'est qu'on peut pas penser. Il n'y a pas d'explication logique. rien. Est-ce qu'il a pris des Voilà. échappées? Est-ce qu'il a pris des échappées, Powell? Ah oui, sur Il a Cotrage, fait je crois. que ça. Hein. Il a Ouais. fait que ça. Donc, Mais même ça, ouais, il a pris des échappées, mais il a quand même réussi à, même sur les étapes où il prenait pas l'échappée, il tenait quand même ce satané belge. C'est vraiment coup de chapeau. Se Les révéler blagues belges sont les meilleurs, voilà. ça fait 2 fois que tu me sors Ouais, mais la dernière fois, c'était pas dans le podcast, je crois. c'est bien. En fait, on a le sentiment de déjà entendu, juste pour nous 4, quoi. C'est ça. 12e du général, remplaçant de Van Garderen pour le leadership de la BMC, vu qu'il a abandonné l'américain. C'est Samuel Sanchez, qui n'est pas décédé, qui est toujours là, à 22 minutes et 50 secondes. 10e à la Toussuire, c'est son seul top 10 du Tour de France. Ben voilà, lui aussi nous a fait une petite une petite Zubeldia. Bon, il est pas dans les 10 premiers malheureusement, mais effectivement on l'a pas beaucoup vu et pourtant il était toujours là, toujours présent. Il a fait l'intérim, il a sauvé les meubles chez BMC. 12e, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus mauvais. Déjà l'année dernière il avait fait top 10 de la Volta, donc c'est le mec dont on ne parle plus trop, mais qui est toujours là. Depuis qu'il a quitté Euskaltel, on a l'impression qu'il est à la retraite, mais finalement non. Mathieu, ton avis sur comment il s'appelle? Je sais quoi son surnom déjà, lui? Il en a un? Je me souviens même plus. Je sais pas. SSG. Ouais, paye ton surnom. C'est ça. Samuel Sanchez, c'est pas mal quand même de le voir encore tenir après autant de temps. Là, il a 37 ans, il fait encore un top 15 sur le tour, sachant qu'il a fait quand même la moitié en tant qu'équipier de Van Garderen. C'est pas mal. Après bon, je sais pas s'il pourra faire plus. Hein, il se fait vieux, il sera pas un nouveau leader. Donc bon. Ouais, surtout avec Porte qui arrive à la BMC, donc ça fait un homme en plus. Sauf si Van Garderen s'en va, ce qui fait partie des rumeurs. Bon. Surtout si Porte craque ou abandonne, comme là a pu le faire Van Garderen, quoi. Là, il prend une place de leader, entre guillemets, donc il peut toujours l'être. Ouais, et comme l'a dit Mathieu, effectivement, il apprend au bout de 15 jours de course, donc il a eu le temps jusqu'à présent, il avait un état d'esprit d'équipier. Du coup, il pouvait lâcher un petit peu de temps en temps. Là, il a dû se remettre en question, il arrive à faire 12e malgré Ah, c'est plutôt bien, hein. C'est même très très bien, ça, effectivement. Guillaume, ton avis sur Ah, il a été pas mal, il a été assez surprenant, je trouve. Moi, je le pensais plus sur le déclin que ça. Il est encore là, encore présent. En plus, il a dû travailler pour il vient Van Garderen, donc franchement, c'était c'est quand même un bon placement. Parce que là, je regarde, bon, le top 10 était un peu difficile à avoir, mais voilà. Il a été, surtout sur les dernières étapes, il suivait les meilleurs, hein, parfois. Ah, mais il a toujours été très très bon en dernière semaine sur les grands tours. Il y a plutôt une bonne récupération de Samuel. Ouais, je l'appelle Samuel, c'est mon pote. Hein. Bon, voilà. Alexis, est-ce que t'as grand chose à rajouter, hein, soyons honnêtes? Mais j'ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Très bien. Donc on peut passer à Andrew Talansky, l'homme qui engueule Barguil. Ou alors c'est Barguil qui l'avait engueulé, je sais même plus. Coureur de la Cannondale qui termine 11e à 22 minutes et qui termine notamment 2e à Pralou. C'est sa principale performance sur le Tour de France. Et ça fait toujours marrer, Pralou. Qu'est-ce que t'as, cette petite marre dans ta vie, toi, ça fait de ouf. Donc voilà, Talansky, que très sincèrement, on voyait vraiment, on savait qu'il faisait le général, puisqu'il se démenait pour tenir même quand il se faisait larguer, mais on voyait également qu'il était vraiment pas au niveau pour jouer le top 10, mais il a pris quand même des échappées, du coup il a réussi un petit peu à remonter, il termine 11e finalement, donc pas si loin de son objectif que ça, mais finalement pas si impressionnant que ça non plus le Talansky, surtout qu'on attendait un peu plus de lui, je sais pas, Talansky, moi c'est une énigme. Il brille sur certaines courses et des fois il passe complètement à travers. Votre avis dessus, Alexis, vas-y, démarre. Il avait fait combien en 2013? 10 ou 11? Je crois qu'il faisait... C'était un... Faut que je tape son nom maintenant. Voilà. Voilà.
Non, bah du coup, ouais, il reste, comment dire, régulier, même si la concurrence est pas la même. C'est, ouais, je le voyais plus proche, je voyais plutôt 9e, enfin accéder à son top 10 comme il le voulait, mais finalement non. Enfin, on sait pas vraiment. C'était quoi la tactique des Garmin, parce que Ah, c'était lui le leader et Martin et Gedal qui étaient là pour les échapper ouais, ou pour l'aider s'ils le sont seul encore là. problème, c'est qu'il craquait à 3 en même temps, presque. Enfin, quand on voyait un Garmin Lafitte, tu voyais le deuxième qui suivait et le troisième 30 secondes après. Ouais, C'était n'importe quoi leur tactique. moi, le truc qui m'a dérangé avec Talansky, c'est que c'était lui le leader, il termine 11e au final, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, ça fait 2 fois que j'utilise cette expression, mais je retente, parce que il termine 11e grâce aux échappés. Le mec, sinon, il aurait terminé autour de la 15e place, s'il n'avait pas le niveau cette année sur le tour, hein, je trouve. Oui, Je suis enfin après, complètement d'accord. tu peux dire que c'est grâce au Chappet, mais soit ça montre sa faiblesse, mais ça montre aussi son intelligence de course, comme quoi il sait que il a réussi à reprendre du temps là où il pouvait en reprendre, et il s'est quand même plutôt bien débrouillé au final. Certes, Chaque mais fois tu blâmes ceux qui prennent les échappées pour remonter au général, mais c'est une technique comme une autre, et là ça a plutôt bien fonctionné en l'occurrence. ouais, mais le top 10 qu'il avait fait sur le tour en 2013, il l'avait fait à la régulière, j'ai envie de dire. Enfin, à la régulière, c'est-à-dire en restant parmi les leaders et sans gagner du temps grâce aux échappées. Et sa victoire sur le Dauphiné l'année dernière, c'était encore une fois un point tactiquement qu'il avait gagné en prenant la bonne attaque, mais il était quand même très fort aussi sur le vélo, alors que cette année, j'ai l'impression qu'il est quand même en dessous de ce qu'il a des années précédentes. Oui, il est peut-être en dessous, et c'est pour ça qu'il a préféré la jouer à la tactique entre guillemets, et Oui, chercher les échappées, tout ça, et ça a quand même plutôt bien réussi au final. Et c'est vrai que s'il avait été plus fort, il aurait pu faire une meilleure place, mais je suis d'accord qu'en effet, tactiquement, après, il a été bon, mais bon, voilà. Mais Guillaume, Voilà. Guillaume, j'ai entendu qu'il allait dans mon sens, donc je lui donne la parole pour que Guillaume. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, il aurait été plus fort, je pense pas qu'il aurait pris d'échappée et il aurait pu finir même plus loin en fait. Parce que il a vraiment pris beaucoup d'échappées, il a pas été d'être à l'attaque. Et dans les échappées, il était vraiment pas au niveau des meilleurs de l'échappée, il était généralement 6, 7e et sur l'étape de Pralou où il finit deuxième, dans la montée, il finit deuxième grâce à la descente, donc je sais pas, il aurait été en meilleure forme, il aurait pas forcément fini dans les 10, hein, parce qu'il aurait pas pris les échappées. Bah, Donc, je sais pas il finit 11e, hein, il finit pas dans les 10 quand même, mais bon. Non, mais il a pas fini dans les 10 et c'est pas parce qu'il aurait été meilleur qu'il aurait pas fini, il aurait fini dans les 10. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je pense qu'il a beaucoup profité des échappées quand même. Ouais. Pas bon sur son plan d'entraînement, là, il était pas en forme. J'ai moins bon que ce qu'on a déjà vu. Après, ça a jamais été un foudre de guerre sur 3 semaines non plus, mais on voit qu'il fait un petit peu de mal. Mais bon. Mathieu, ton avis sur l'américain? Tout a été dit. Après voilà, enfin, il fait 11e grâce aux échappées. Après voilà, enfin, c'est pas, peut-être on aurait pu attendre un peu mieux de lui, mais après ça fait quand même pas mal de coureurs hein, qui ont souffert dans les Pyrénées, qui se sont rattrapés dans les Alpes. Ouais. Bon, il fait partie de cette longue liste, en effet, des mecs qui étaient pas au niveau cette année. Il y en avait quelques-uns. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette année, c'est un truc sur tous les grands tours, t'as des leaders qui se retrouvent complètement largués, complètement hors de forme. Plus que d'habitude, j'ai l'impression. Mais bon. Mais on va pouvoir commencer le top 10, puisqu'on commence par la 10e place, avec Pierre Roland. Lui aussi a profité des échappées, mais lui a réussi à rentrer dans le top 10. Il termine à 17 minutes et 30 secondes de Chris Froome. Et il fait 2e à Saint-Jean-de-Maurienne et 6e sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Il a bien géré son coup, malgré un début de tour à la Pinot. C'est-à-dire que dès la seconde étape, il prend 4 minutes dans la vue, je crois. Mais finalement, il a réussi à remonter. Donc voilà, 10e Roland qui sauve son tour. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le leader d'Europecar, Mathieu? Je pense que ça a peut-être été le meilleur français de montagne. Parce que Ton micro est en train de décéder, mon cher. Que se passe-t-il? Ah bah, pardon. Ça, pour moi, Roland, peut-être ça a été le meilleur français dans la montagne. Parce que dans les Pyrénées, il a suivi les meilleurs, et dans les Alpes, il s'est montré assez offensif, il a tenu le coup. Donc, ouais, c'est dommage qu'il ait perdu autant de temps sur la bordure, mais sinon, il a fait quand même un très bon Tour de France, je pense. Ouais. Bon, ton micro est, je sais pas ce que tu fais avec ton micro là, mais ça doit pas être très catholique. Ah. Guillaume, ton avis sur Pierrot?
Moi si je me trompe, mais je crois qu'il a 12 minutes de retard à l'arrivée dans les Pyrénées, non? Ben, je vais pas t'arrêter parce que j'en ai aucune idée. Tu me demandes des statistiques là. Je sais qu'il avait du retard parce que quoi qu'il arrive dès la seconde étape, il termine même pas dans le peloton, il termine dans un troisième groupe. Et après, il a pas été transcendant sur les petites étapes. Ah mais il finit à 2 minutes de Froome sur la Pierre Saint-Martin et après il a 14 minutes au général. Donc il était à 12 minutes de retard à l'entrée sur les Pyrénées. Tu lui enlèves 12 minutes, il fait dans le même temps que Valverde. Je pense que ça résume assez bien ce Tour de France. Ouais, c'est-à-dire que avec le Pinot, il faut apprendre à, à courir devant, quoi. Même bilan. Après, il a quand même bien profité des échappées, hein, contrairement à Valverde. C'est-à-dire que il a repris du temps sur les échappées, hein. Pas autant que des Bardet, ou des Franck, ou quand même, il doit pas être loin, quand même, hein. Déjà, il gagne autant de temps que Bardet sur les échappées parce que il est dans la même échappée que lui sur Saint-Jean-de-Maurienne. Donc il reprend. Il y a l'échappée de Nantes. Nantes, il était pas, non, effectivement. Mais déjà, il reprend déjà pas mal de temps sur cette étape-là. Et même sur l'Alpe d'Huez, il termine 6ème. Est-ce qu'il était dans l'échappée matinale sur l'Alpe d'Huez? Non, même pas. Là, je n'ai plus de souvenirs. Hein, non, il y était pas, non. Mais l'échappée matinale, c'était une échappée à 4 avec Geniez. Donc il y avait pas. Ah oui, c'est ça, oui. En effet, il est parti en contre dans la descente. Je sais plus quoi, mais je crois qu'il est. Ah oui, si, il y avait un petit groupe devant, c'est ça? Je crois, ouais, dans le groupe avec Pinot, il avait dû sortir parce que pour faire 6ème, sachant qu'il avait craqué. Ouais, ouais. Si, c'est ça, ouais, t'as raison, je crois. Donc voilà, il gagne un petit peu de temps quand même sur l'échappée. C'est pas tant, c'est 5 minutes qu'il concède entre le moment où il a 14 minutes et le classement final. C'est pas tout à fait linéaire, quoi. Il en reprend, il en perd, voilà. Quelque chose à rajouter sur Pierre Rolland, c'est que je n'ai pas encore interrogé. Guillaume, tu vas rajouter un truc là? Parce que je t'ai coupé un peu. Sur Pierre Rolland, c'est dingue. Putain, rien compris à ce que vous avez dit. J'ai dit Guillaume. Non, mais il a été pas mal. Bon, je pense que il voulait son étape quand même. J'ai l'impression qu'il a 12 minutes de retard au pied des Pyrénées pour aller chercher son étape, mais finalement non. Et bon, il a manqué de réussite dans les Alpes, je pense. Je pense que sur l'étape la Toussuire, il aurait pu refaire le même coup. Mais c'est n'importe quoi. Il y a un mec qui fait un concert à côté là, qui tape sur son ordi. Je sais pas ce qui se passe là, mais faut se calmer les gens. Bon, à vous Alexis, j'ai l'impression qu'il y a une connexion pourrie. Alors vas-y, c'est pour ça que je vais t'interroger. Alexis, qu'as-tu pensé de Pierre Rolland? Merci. Il est un peu bien en fait. Non, et Alexis, faut arrêter les téléchargements là. Là, c'est n'importe quoi. Alexis, tu es privé de parole. Tiens, bim. On passe de suite à la 9e place. 9e place qui est pour Romain Bardet, qui termine à 16 minutes de Christopher Froome, avec notamment une étape en poche, celle de Saint-Jean-de-Maurienne, donc on a abordé juste avant avec Roland qui termine second de celle-ci. Et il a également fait 3e à Mende dans un magnifique micmac avec Pinot sur lesquels qu'on a déjà abordé, et également 3e au Plateau de Beille, qui avait été gagné par Joaquim Rodriguez. Donc il a vraiment brillé sur les étapes qui ont souri aux échappées en fait. Donc vraiment une bonne intelligence de cours de sa part. Et en fait, ça va être encore une fois, je vous fais un package, un peu comme les Gates, parce que je vous mets Bardet 9e. On va peut-être également aborder dans le même temps Perrault, qui est 61e à 2h35, donc juste pour dire que Perrault, s'il n'y était pas cette année, hein. Bon, il a chuté certes, mais même avant ça, il n'y était pas. Mais Bardet, un petit peu à la manière d'un Roland, a bien profité des échappées et il termine avec un très bon classement final, avec une étape en poche, vraiment un très bon tour de sa part. Même si on le voyait peut-être un peu plus fort que ça. Test, 1, 2, c'est un test. Rien, Alexis de retour. Mais pour démarrer sur Bardet, je vais laisser la parole à Mathieu parce que quand même, chez 2R, voilà, c'est son domaine. Donc la performance de Bardet, la performance de Perrault, son intelligence de course. Dis-moi tout, Mathieu. Alors la performance de Bardet, celle de Perrault, c'est totalement l'opposé. Hein. Bardet, il a fait un bon Tour de France à partir du plateau de Beille. Avant non, mais à partir du plateau de Beille, c'était quand même plutôt bien. Alors que Perrault, lui, il a jamais pu être dans le coup. Il était malade dans les Pyrénées. Ensuite, c'était vers Rodez, je crois. Il chute lourdement, donc il a encore les séquelles et il s'en sort pas. Mais après, sinon, Bardet, il a fait une très bonne dernière semaine.
Il finit deuxième du classement des jeunes, troisième du classement de la montagne, super combatif du Tour. Voilà, il a prouvé, qu'il a montré qu'il était un très bon descendant aussi vers Saint-Jean-de-Maurienne quand il gagne l'étape. Donc il y a du bon. Il a fait un bon Tour de France, enfin une bonne fin de Tour de France. Et il a su vraiment gérer le leadership tout seul. Parce qu'avant il était co-leader avec Perrault, mais là il s'est retrouvé tout seul. Hein. Ouais, effectivement. Effectivement, comme tu dis, son début de tour n'était pas extraordinaire. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce début de tour moyen qui fait qu'il a la possibilité d'aller dans les échappées après, derrière, et de faire cette bonne fin de tour avec une étape en poche notamment. Donc voilà. Mais moi, j'espérais le voir quand même un peu plus fort intrinsèquement en montagne par rapport aux meilleurs. Finalement, il a pas été si impressionnant que ça. Mais après, son intelligence de course a fait le reste. Il a réussi à prendre les bonnes échappées quand il fallait. Il s'est montré très malin sur Saint-Jean-de-Maurienne en attaquant au bon moment. Donc en effet, ouais, son tour est très bon, je pense, mais sur ses capacités à montagne, j'aurais espéré qu'il progresse encore par rapport à l'année dernière. Et force est de constater je pense qu'il est au même niveau en fait. Mais bon, on verra bien. Alexis, est-ce que tu es de retour, tu es parmi nous? Je suis de retour. Ah, très bien. Pour vous, j'ai un mauvais tour. Est-ce que c'est bien que tu sois revenu? Parce que c'est ce qu'on se pose comme question. Non, moi, ce que j'ai remarqué, c'est... non, t'es pas du tout de retour. Non, tais-toi, t'es pas du tout de retour, en fait. Tu peux dire à ton petit frère d'arrêter YouPorn, s'il te plaît, hein. Voilà. Hein, s'il te plaît. Et donc, du coup, je vais donner la parole à Guillaume. Donc, Guillaume, c'est n'importe quoi, là, ça part complètement en vrille. Ton avis sur Bardet? Il a quand même repris pas mal de temps sur les échappées, si c'est quand même bien chier sur la Pierre Saint-Martin. Je suis en train de regarder combien il a repris de temps sur les échappées, mais ouais, il a pris 12 minutes sur les échappées. Il a repris 12 minutes grâce aux échappées. Donc ça veut tout dire. Il s'est vraiment complètement planté. Et après, dans la dernière semaine, il en voulait vraiment. Donc c'était plutôt pas mal. Il est vraiment allé la chercher. Après, j'étais un peu surpris par son prix de super combatif. Ça sert pas à grand chose, donc pas très grave. Oui, ça sert pas à grand chose, mais il a été présent sur 3 échappées qui sont allés au bout dans la montagne, donc c'est peut-être pour ça qu'il a eu, je pense. T'aurais mis qui je pense. Non, mais il y en avait d'autres, mais c'est... De Gent, Sagan. Les Guesch qui avaient Sagan, il y en avait pas mal qui avaient fait pas mal d'échappées. Bon après, parce qu'il est français, quoi, je sais pas. Je pense, ouais. Mais sinon, okay. Il allait gagner son étape. Et ça, c'est la première. Donc. Très bien. Eh bien, on peut passer au 8e. Voilà, en espérant que cette fois-ci, on est non pas 2 consultants, mais 3, hein, qu'il soit là, Alexis. Hein. Mais bon. Matthias Frank, donc 8e du général, le coureur de la IAM, à 15 minutes et 39 secondes. Et qui s'est montré notamment à Pralou, il termine 5e. C'est à peu près la seule étape où il fait une grosse performance. Et Franck, on a eu l'intro du top 15, c'était Powells. L'intro du top 10, c'est un peu lui parce que intrinsèquement en montagne, on a bien vu qu'il était limité, même s'il était pas si mauvais que ça. Mais lui, il a vraiment profité à fond des échappées. Et il termine 8e au final, quoi. Il a réussi à bien tenir, notamment sur les dernières étapes des Alpes, pour garder sa bonne place au général. Je pense que c'est presque là où il a été le plus performant, hein, sur les dernières étapes alpestres où on pensait qu'il allait craquer, mais finalement non. Mais Matthias Frank, donc le Suisse, qui avait été décevant d'ailleurs en première semaine parce que lui aussi avait démarré moyen son Tour de France, un petit peu à la manière d'un Bardet ou quelque chose comme ça, mais voilà, lui aussi s'est bien rattrapé, il a pris les bonnes échappées et il termine 8e au final. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Alexis, dernier essai. Est-ce que je suis là, ça y est? Oui, c'est bon. C'est con parce que c'est le seul coureur sur lequel j'ai rien à dire. Ben merci. Au moins on a vu que ton micro marchait. T'as vraiment rien à dire? Si, c'est vrai que Matthias Frank avait pas beaucoup de références sur 3 semaines. Là, il prouve aucune même, hein. Je pense qu'on peut résumer à aucune. Là, il prouve qu'il a besoin des échappées, absolument, pour réussir. Et encore, je suis pas sûr qu'il soit capable de refaire une 8e place sur un tour à l'avenir.
Après, je sais pas si sur les courses d'une semaine, il a plus de références. C'est un coureur que je connais pas vraiment, mais si oui, eh ben, il Tour de devrait Suisse. plutôt se concentrer. Tour de Suisse, Tour de il a des, Suisse. ouais, il a des très bonnes Deuxième en références. 2014. Voilà, Ça pas le Tour de Suisse, parce que c'est ce truc que je sais de lui. voilà, mais après, Ouais. le fait est que, même si, comme il n'avait aucune référence sur 3 semaines, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que, ce qu'on peut s'attendre d'un coureur qui a aucune référence sur 3 semaines, c'est qu'il craque vers la fin du grand tour en question. Or là où il a été pour moi le plus impressionnant en réussissant à tenir cette 8e place, je crois qu'il était 7e et puis qu'il a rétrogradé d'une place, je crois, enfin, en tenant ce top 10, c'est que, sur les dernières étapes alpestres, il a quand même réussi à bien résister, à limiter la casse. Donc, presque là où il a été le plus fort, c'est justement en fin de grand tour. Donc pour moi, en fait, cette 8e place, même si elle est un peu là grâce aux échappées, pour moi, elle me laisse des espoirs sur pourquoi pas un grand tour avec un petit point de concurrence, un Giro ou une Vuelta, où il pourrait briller parce qu'il montre que sur 3 semaines, il arrive à être en forme et encore performant sur la dernière semaine de course. Alors après, il a quand même montré également qu'il n'était pas forcément très régulier sur 3 semaines, mais bon. La récupération, en tout cas, elle est là. Après, il faudra peut-être qu'il travaille un petit peu sur la régularité, parce que des fois, on a vu des étapes où il a craqué un peu tôt, etc. Mais bon, pas si ridicule que ça, même si cette 8e place, elle est là grâce aux échappées. Mathieu, quelque chose à dire sur le Suisse? On l'a enfin vu autre part que sur le Tour de Suisse, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, reste à confirmer après, parce que chaque année il fait deuxième, troisième du Tour de Suisse, il fait un coup d'éclat, mais après il fait rien. Là cette année il était pas au Tour de Suisse, il a fait un coup d'éclat sur le Tour. Mais bon, on va attendre qu'il confirme, parce que y a pas beaucoup de références. L'an dernier, il a fait 4e du Tour de Romandie. Donc, en fait, il brille que chez lui. Hein. Voilà. Guillaume, ton avis sur Mathias? Ouais, il s'est bien battu, il allait chercher son top 10, et il a effectivement superbement bien résisté dans la dernière semaine, notamment en finissant avec les meilleurs sur les étapes remportées par Bardet, là, Saint-Jean-de-Maurienne. Moi, oui, c'est vrai qu'il m'a assez impressionné sur cette fin de tour, alors que justement il avait été largué avant. Il avait 10 points d'échappée pour reprendre du temps, et on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il tienne encore. Je pense qu'il y a eu la motivation du top 10, et voilà. Je pense pas qu'on le reverra beaucoup dans un top 10. Finalement. Je D'accord. pense que c'était sa chance et il a saisi. Après, ça c'est un avis personnel. Le mec passe quand même d'une 83e place sur le Giro, qui était sa meilleure place sur un grand tour, à une 8e place sur le Tour de France. On peut dire rien que ça à respect, quoi. Et quand même, avant ce Tour de France, il avait participé à 6 grands tours, il en avait abandonné 3 quand même. Donc là, c'était le grand tour de sa vie, là, j'ai envie de dire pour l'instant. À voir s'il nous en refera un comme ça, mais ça plaidait pas en sa faveur au départ, et finalement, il a réussi à tirer les marrons du feu. Oh là là, cette expression. Magnifique. Ouais, t'as vu ça. On peut passer donc à la 7e place pour Bokeh Mollema. Hein. Bon, JB n'est pas là, hein, sinon il nous aurait pété. Gagné 30 minutes, c'est bien ça. C'est ça exactement, il aurait délayé dessus pendant je sais pas combien de temps. Au coureur de la Trek, qui termine à 15 minutes et 14 secondes, qui a fait 7e à Cotteret et sur l'étape de la Toussuire, et 9e au mur de Bretagne, pardon. Donc voilà, c'est une bonne performance pour celui qu'on voyait tous craquer en 3e semaine, parce que c'est un petit peu son habitude. Hein. Bah, finalement non, il a plutôt bien tenu. Est-ce qu'il aurait appris à gérer son effort, hein? C'est ce que je vous demande, hein, Mathieu. Est-ce qu'il arrive maintenant est-ce qu'il devient un candidat pour les 3 semaines? Je sais pas, après c'est Mollema, après en fait on l'a vu lâcher et tenir pas loin, un peu comme Barguil en fait je crois, donc après tenir sur 3 semaines, pourquoi pas, c'est peut-être son meilleur résultat sur un grand tour je crois. Je suis pas sûr. Oui, il me semble, hein, oui. Mais non, il fait 4e de la Vuelta en 2011. Mais sinon après Ah ouais, 6e du Tour en 2013. On dit de la merde, un truc de ouf là. Ouais, c'était pas mal quoi. Ce qui répond à ta question, Théo, oui, c'est un candidat sur 3 semaines. Ouais. ouais, Mais sur le Tour 2013, on se rappelle quand même notamment de l'avoir vu craquer complètement en fin de semaine alors qu'il était dans le top 5, etc. Enfin, qu'il était même très très bien placé. Mais bon, en fait, j'ai l'impression quand même qu'on a vu son maximum en montagne, hein, parce qu'on voit que dès que ça devient du très haut niveau en montagne, il s'accroche, mais on sent qu'il peut pas aller au-dessus. Quand même. Alexis, ton avis sur le Batave?
Il fera pas mieux, à mon avis. 7e, c'est une bonne place pour lui. C'est déjà mieux que l'an dernier où il a quand même été dépassé par Tendam. À mon avis, il va faire ça, ouais, pour le reste de sa carrière, aussi entre la 6e et 9e place, à la limite. Mais il va jamais vraiment revenir dans un top 5, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est un coureur que j'apprécie. Mais ouais, en plus, il nous a fait une nouvelle dia, là, il commence à adopter la tradition Trek. Voilà, à voir s'il continue ça toute sa carrière. On ne voit pas pendant 15 jours et fait pendant 3 semaines et hop, je suis là à Paris. Ouais, c'est ça. C'est ça. Guillaume, quelque chose à rajouter? Ouais, on le voit quand même avec son style inimitable. Ah Ouais, oui, c'est magnifique sur le vélo, hein, je tiens à le dire, c'est d'un esthétique. N'empêche que c'est mieux que Cyril Gauthier, donc tu peux pas critiquer. Ouais, il y a match quand même, hein. Là, il rentre dans la catégorie Gauthier, Solaire, il y en a quelques-uns là, comme ça. J'ai pensé à Evans. Ah, Martin. Evans, il fait toujours marrer sur ses danseuses là. En fait, c'était son corps qui bougeait, pas son vélo. C'était hyper bizarre. C'était assez improbable. Mais bon. Ah, moi, les mains, on a l'impression que le vélo va péter quand même. Ah ouais, non mais sans déconner, il se bat contre son vélo. Hein. Il aime pas le vélo. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a fait là, mais il a acheté sa famille ou un truc comme ça, mais il a envie de le tabasser. Donne ses forces au cyclisme. Il se bat pour y arriver. C'est beau, c'est magnifique. C'est ça. C'est ce qui me fait dire qu'il n'ira pas beaucoup mieux, pas beaucoup plus haut. Dans la hiérarchie, je pense qu'il était à fond. Et comme disait Alexis, je le vois pas beaucoup mieux que l'avenir. Je pense qu'il a atteint son palier et il a joué placé et à l'arrêt. Et régulier. Ouais, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Ouais. Pour moi, ouais, c'est ça. C'est en montagne, il sera jamais meilleur en montagne. Mais on voit qu'il a des limites. Et voilà. 7e, c'est sa place. 6e. Alors là, je sais à qui je vais donner la parole. Hein. 6e, c'est Robert Gesink de la Lotto Jumbo qui termine à 10 minutes 47. Hein, la Lotto Jumbo qui nous sort un mec improbable sur chaque grand tour. On a eu Krochweig sur le Giro. Cette fois, c'est Gesink. C'est résurrection encore une fois. 4e à la Paire Saint-Martin. Donc il avait de suite fait un grand coup de poing sur la table, là, parce qu'on s'attendait pas trop. 8e à la Toussuire. Certains remettent en question quand même son style de course, hein, à toujours rouler, mais bon, il est là au final, 6e. Alexis, vas-y, c'est ton moment de gloire, vas-y. Voilà, c'est Gesink, il a réussi son objectif, c'est vachement plaisant. Franchement, je pensais pas qu'il allait retrouver un tel niveau, et pour finir, il est là. Ils ont longtemps laissé le leadership à Mollema, puis on voit que pour finir, Gesink est un poil meilleur. Pas de beaucoup, certes, mais il est meilleur. Et à voir s'il continue ses performances. Et perso, j'aimerais bien le revoir faire la même chose sur le Tour l'année prochaine ou sur un autre grand tour, mais donc à voir si c'est un coup de bol ou s'il continue. Personnellement, j'y crois. Ok. Bon, personnellement, moi, je pensais que c'était Kelderman le leader J'y croyais aussi au début, mais finalement non. Et ouais, effectivement. En fait, j'ai regardé officiellement, ils annonçaient Kelderman et Gesink en leader. Ils avaient 2 leaders. Donc voilà. Ouais, il n'y avait plus qu'un à la fin, quoi. C'est ça, ouais, Kelderman, un petit peu déception un petit peu. Mathieu, ton avis sur... Gesink, il a enfin retrouvé son niveau, le niveau qu'on attendait de lui. Et ça, c'est quand même, faut quand même s'en féliciter, hein. 6e du Tour. C'était en 2010, hein, qu'il avait fait pareil. Donc, il a retrouvé son niveau, c'est bien. Après, ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'est qu'il était vachement régulier. Sa meilleure place sur le Tour, c'était 4e, et sa plus mauvaise, 36e. Donc, il était toujours très bien placé. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Ouais, effectivement. Et surtout, en fait, c'est même pas qu'il avait perdu son niveau, Gesink, c'est qu'en fait, il le retrouvait pour 1 ou 2 courses par an, en fait, sur les années précédentes. Alors qu'au début de sa carrière, il était très très régulier, hein, c'était vraiment un bon patron. Mais là, depuis quelques saisons, en fait, il brillait sur une course, voilà, il faisait un bon Tour de Suisse ou un bon Tour de Californie, et puis après on le voyait plus de la saison. Et voilà, il avait quoi, 3-4 top 10 dans l'année maximum sur des classements généraux. En même temps, c'est un peu pareil cette année, hein, parce que le seul top 10 qu'il a avant le Tour de France, c'est le Tour de Suisse. Donc, est-ce qu'il va continuer à être un petit peu inconstant comme ça, ou est-ce qu'il va retrouver un petit peu la régularité qui faisait qu'il était omniprésent sur, je pense, à la saison 2008, 2009, 2010, là, qui étaient ses grandes années, voire même 2011, on peut rajouter, enfin, 2011 un petit peu moins quand même, mais où il était vraiment présent tout au long de l'année comme un vrai patron d'équipe. Donc, voilà. La régularité, est-ce qu'il la retrouvera après ce Tour de France? Guillaume, ton avis? Ouais, il a été impressionnant sur la Pierre Saint-Martin. C'est là où on l'a retrouvé, j'ai l'impression.
Après, il a été très régulier, mais un peu de moins en moins bien. Enfin, de moins en moins bien sur la fin de tour, mais toujours très régulier. C'était quand même après les 5 premiers qui sont quand même des cadors, il était largement au-dessus du reste. Enfin, de Mollema et de tous les autres qui ont pris pas mal d'échappées et qui ont fini quand même derrière lui. Donc il a été impressionnant quand même en montagne. Et effectivement, j'espère qu'il va rester à ce niveau-là et qu'on a bien retrouvé le Gezi d'avant. En tout cas, c'est prometteur. Et quelqu'un a quelque chose à dire sur les critiques qui ont pu avoir lieu sur son style tactique, disons, à rouler constamment, même si c'est pas forcément lui qui est plus en danger. On peut dire qu'il prend ses responsabilités. Il y en a qui aiment pas trop ça parce que il roule contre des coureurs que il y en a ils aiment bien, par exemple, ce genre de choses. Bah, c'est surtout que les gens veulent attaquer Froome. Tu sais, à chaque fois quand t'as un premier qui est indétrônable comme il l'était, tout le monde dit ouais, il faut s'allier pour l'attaquer. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était déjà sauver sa place parce qu'il savait qu'il serait pas capable de détrôner Froome de toute façon. Donc en soi, c'est pas vraiment une mauvaise tactique, c'est juste que les gens voulaient pas voir un tel gagner et du coup voir l'autre sauver sa place, c'est rouler sur la deuxième et troisième. Enfin, et ceux d'avant qui voulaient attaquer, c'était pas ce qu'ils voulaient. Personnellement, je trouve pas que c'était non plus une si mauvaise tactique de leur part. Ils roulaient pour défendre leur place. Et à mon avis, Magazine aurait pu même mieux faire si Stendham n'avait pas été blessé, parce que c'est quand même l'un, si ce n'est le meilleur équipier de cette équipe, qui en général est toujours là, toujours présent, il fait une top 10 en aidant son leader. Donc s'il avait pu être là, Gazing aurait pu accrocher une 5e place et peut-être là attaquer Froome ou Contador ou ce genre de choses. Mais là, défendre sa place, c'était plutôt légitime. Et Tendam, qui a une grosse chute, un des plus touchés de la chute du 3e jour, et qui en deuxième partie de Tour de France est présent. Hein. Il est là devant avec une épaule disloquée et tout. Vraiment Ouais. Impressionnant de sa part. Et comme tu dis, effectivement, ouais, c'est ça. En fait, il jouait, il roulait, il faisait rouler pour défendre ses intérêts. Et je pense qu'il y a certains qui n'ont pas apprécié parce qu'il y en a certains qui voulaient une union sacrée contre Froome, mais lui, il en avait rien à foutre. Lui, il voulait sa place au général, quoi. Bah, surtout qu'il aurait jamais pu détrôner Froome ou Quintana ou Valverde, quoi. Donc ça lui servait à rien. Ouais, voilà. C'est un petit peu, ouais. C'est pas faux. C'est l'argument un petit peu de ceux qui voulaient pas voir Froome dominer le tour. On peut passer, on monte dans le top 5 maintenant. On peut penser à Monsieur Contador, hein, que Alexis qui avait pronostiqué vainqueur du Tour de France, hein. Ouais, bon, ça va. Je ne dirais que ça. Donc, coureur de la Tinkoff, qui termine à 9 minutes et 48 secondes du maillot jaune, et qui a en tout seulement 3 top 10 sur ce Tour de France. 8e à Rodez, 9e à La Tossuire et 10e à Cauterets, donc c'est vraiment le Contador cramé, hein, du Giro. Cramé du Giro. Bah vas-y, Alexis, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Rien. J'ai aucune défense. J'avais surtout mis premier parce que bon, c'était le rêve, quoi, pour lui. C'était faire le doublé Giro Tour, ça aurait été magique. Et c'est surtout pour ça que je le voulais. Mais c'était un énorme pari. Même si au fond de moi, je me doutais que c'était pas vraiment possible. Mais j'imaginais pas qu'il serait aussi loin, mais plutôt 2e, 3e, à la limite derrière Quintana ou ce genre de choses. Voire derrière Froome si Quintana était vainqueur, mais non, là, il a complètement craqué et dès la première étape de montagne, c'est parti en couille pour lui et c'est dommage. Après, à voir si l'événement Basso l'a affecté aussi ou pas du tout, mais de là à perdre autant de temps, je suis pas sûr, quand même. Ouais, je pense que l'événement Basso, aussi dramatique soit-il, on verra bien ce qu'il en est pour Basso, mais je pense que c'est anecdotique dans son Tour de France parce que déjà Basso n'était pas une grande aide, on doit bien l'avouer, mais je suis pas tellement sûr. Enfin, ils sont pas réputés pour être les meilleurs. Enfin, certes ils sont proches sans doute parce qu'ils sont équipiers, mais bon. Bah, ils ont passé 120 jours ensemble et dans dans le même hôtel tout le début de saison, donc Ouais. ils se sont forcément rapprochés. Mais bon, après, il avait quand même perdu déjà du temps et pour finir, bah, c'est déjà cuit pour lui, quoi. Alors est-ce que c'était une bromance au même point qu'on avait Contador Navarro à une époque où vraiment les mecs se séparaient jamais, je ne suis pas sûr. Après il est pas non plus parti sur une civière, lit d'hôpital, il est juste parti pour aller faire des examens. Donc même si le truc a l'air d'être sérieux, je suis pas sûr que c'est tant affecté ça que Contador, et je pense que Contador était plus pas assez fort tout simplement cette année. Oui, c'était ça. Giro dans les pattes, les années qui passent, voilà, c'est ça qui. Ouais. Alors votre avis sur El Pistolero, Mathieu?
Je pense qu'il avait son Giro dans les jambes et il l'a pas tenu du tout après. Hein. Il était fatigué, il a voulu tenter un défi, mais là je pense qu'il a tenu la leçon. C'est dommage qu'il ait pas réussi à tenir le niveau. Ouais, effectivement, ouais. Alors que je suis toujours bloqué sur la page Wikipédia de Robert Gesink et je viens de voir que son surnom c'est le Condor de Varseveld. J'ai juste envie de dire ça, c'est quand même Wikipédia nous renseigne sur le surnom de Robert Gesink. Voilà, c'était le petit aparté. Guillaume, ton avis sur Contador? Je crois qu'on oublie on se focalise beaucoup sur le défi Giro Tour, mais il avait déjà tenté en 2011. C'était pas passé. Il avait fini premier et cinquième. Ce qui est marrant, c'est qu'il finit premier et cinquième cette année. Et que moi je l'avais trouvé beaucoup plus aérien en 2011 sur le Tour. Il avait gagné en Bretagne, il avait été assez à l'attaque. Là, il a été carrément à la ramasse. Et chaque attaque, il prend dans les dents juste après. Il était à l'arraché et par rapport à sa 5e place de 2011, c'était pas le même Contador. Je pense qu'il est le doublé de Giro Tour est impossible pour lui en tout cas. Il a montré des limites et je pense qu'il faut qu'il arrête de se focaliser sur un défi pareil. Je pense qu'il est un peu peut-être un peu sur la pente descendante. Oui, ouais, je pense que c'est à la fois le Giro dans les pattes, mais je pense qu'on le voit depuis, on voit qu'il est quand même, c'est plus le meilleur grimpeur du peloton comme il était avant. Maintenant, il est pas très loin sans doute quand il est à sec sans Giro dans les pattes d'un Coutin ou d'un Froome, mais il est pas encore, il est pas à leur niveau ou alors très près, mais il est plus au-dessus. En 2011, il avait tenté ça alors qu'il était considéré comme le meilleur coureur de Grand Tour. Il y avait pas match quoi. Il y avait aussi ça qui jouait, le fait qu'il ait tenté en 2011. Toute personne, on voyait difficilement quelqu'un le battre sur un Grand Tour en 2011. C'était l'époque de sa gloire, disons. Alors que là, c'est moins le cas quoi. Mais en 2011, il aurait pu faire mieux que 5e du Tour. S'il avait pas fait le con sur le Giro, le mec, il avait le maillot rose. Il restait plus que 2-3 mecs dans sa roue. Il continue d'attaquer juste pour le plaisir et aller chercher des étapes. S'il s'était économisé, il aurait pu faire un peu mieux. Alors que là, sur ce Tour d'Italie, il a vraiment joué à l'expérience. C'est sur la fin, il laissait partir Landa, tout ça, et il se réservait à moitié pour le Tour. S'il avait fait ça en 2011, ça réservait vraiment, ou est-ce qu'il était un peu dans le dur aussi? Moi, je sais pas. J'ai aussi l'impression qu'il était dans le dur sur le Giro. Je pense surtout qu'il était sur la défensive parce qu'il avait pas d'équipe, hein, donc forcément il devait jouer sur cette option-là, quoi. Il avait pas trop le choix. Mais bon. Effectivement, Contador, Giro dans les pattes, les années qui passent, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce point de vue-là. Donc je pense qu'on peut passer au 4e du général, Vincenzo Nibali, vainqueur sortant du Tour, coureur d'Astana, qui va terminer à 8 minutes 36, qui va gagner son étape à la Tosuire, et qui sinon va faire 2 7e places à Huy et à Rodez. Donc voilà, une 4e place qui semblait inespérée, une fois les Pyrénées passées quand même, mais qui est là au final. Voilà, Nibali qui est bien remonté, notamment grâce à sa victoire d'étape, et qui sauve les apparences, parce que là, on a bien vu qu'il était pas au niveau d'un Froome, d'un Quintana en montagne. Alors, qui est-ce que je vais interroger? Tiens, Mathieu. Ouais, Nibali, je pense qu'il a pas été trop au niveau en montagne. Voilà, il a gagné son étape à la Tousture, mais sinon c'est vraiment pas au niveau du tout qu'on attend de lui. C'est un peu comme tu l'as dit, hein, c'est l'arbre qui cache la forêt. Là, c'est clairement ça. Là, à plusieurs reprises, il était pas dans le coup, il avait pas les jambes. Ouais. C'était dommage à la fois pour son tour et à la fois pour le spectacle aussi, parce que avoir des coureurs qui sont pas à 100%, alors que c'est pourtant le Tour de France, c'est quand même bien dommage. Ouais. Et en fait, il est monté en puissance au fur et à mesure des jours, mais bon, il a complètement raté ses Pyrénées, du coup il avait déjà pas mal de retard. Du coup, forcément, c'est plus difficile de briller dans ces conditions-là. Mais sur les Alpes, il était quand même pas mal du tout. Hein. Il est bien revenu sur la fin, mais bon, c'était trop tard. Guillaume, ton avis sur le squad? Moi, je pense que Nibali, on le surcote toujours un peu. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais
le Tour de France de l'année dernière, après ça, on est encore plus surcoté. Après, c'est sûr qu'il peut faire mieux que ça parce qu'il a été en méforme sur le début du Tour. Il s'est bien repris sur la fin, sur la dernière semaine. Il a tenté et avec réussite. Sinon, il a quand même été assez limité. Je pense qu'il a montré son vrai visage. En tout cas, on l'a pas vu. Ce que je sache, avec les meilleurs Froome, Quintana, jouer des coudes avec Froome et Quintana en haute montagne, on l'a jamais vu sur une étape. Un grand tour en tout cas. Ouais, effectivement. C'est un petit peu la déception parce qu'on s'attendait une lutte entre quatre fantastiques. Avec Contador et Nibali, c'est un peu ceux qui nous ont trahis. Et qui ont trahi un petit peu les suiveurs là parce qu'on attendait vraiment une lutte au sommet et finalement il y en a deux qui ont été très rapidement hors course. Voilà. Donc, je pense que même s'ils avaient pas été hors course, ils auraient été un peu en dessous des deux. Oui, certes. De Froome et Quintana. Je pense qu'on en a fait beaucoup sur les quatre fantastiques. Enfin, les médias en ont fait beaucoup. Nibali et Contador ont pas du tout le même style que Froome. Après, Contador et Nibali, c'était peut-être sur le papier, s'ils avaient été en forme, ils auraient été certes un peu en dessous, mais tactiquement des quatre, c'était quand même ceux qui ont les tactiques les plus intéressantes. Ils auraient pu foutre le bordel. Voilà, c'est les tactiques les plus intéressantes. Ouais. C'est pour ça qu'on on en attendait beaucoup d'eux, mais malheureusement, ils étaient pas en très grande forme. Ah, bah bon, après quand t'as 5 minutes de retard, quel que soit ton sens tactique, tu peux plus faire grand chose. Et je vous propose un nouveau package. Voilà, c'est le troisième. C'est le package Valverde Quintana qui sont troisième et second du général. Alors Valverde est à 5 minutes et 23 secondes et Quintana est à 1 minute et 12 secondes, donc vraiment très près de Chris Froome. Alors par contre, est-ce que je vais pas dire parce qu'ils ont multiplié les top 10 là, on va juste dire qu'ils en ont fait beaucoup, qu'ils ont été très réguliers, hein, parce que si je commence à détailler leurs résultats sur tous les états du Tour de France, il y en a pour 3 semaines. Donc voilà, votre avis sur Valverde Quintana, sur les tactiques Movistar que tout le monde a gueulé, hein, notamment en surnommant l'équipe Vomistar, hein, voilà, c'était un superbe jeu de mots. Ben voilà, oui, parce qu'ils ont pas tort sur les bords, mais c'est oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis? Bah, ils ont géré leur course, quoi. Ils ont préféré prendre une deuxième et une troisième place plutôt que de sacrifier Valverde et d'accéder à la première place avec Quintana. C'est bien ça le problème. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça, oui. Ils ont joué les passettes plutôt que la victoire. C'est ça que tout le monde critique un peu, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Et alors, tu auras le dire, ouais. Bon. Alors vas-y. Et c'est surtout que Quintana, à chaque fois, a attaqué un peu trop tard. On sait qu'il est capable d'attaquer de plus tôt. Et il a retardé l'échéance. Et finalement, le moment où il a repris du temps sur Froome, bah, c'était la fin. C'était fini. Ça servait plus à rien. Donc, s'il était pris plus tôt, il aurait peut-être pu renverser. Mais là, c'est un mauvais point. C'est négatif son jugement, quoi. C'est sa tactique. Il aurait dû faire ça plus tôt. C'est aussi parce que Quintana, quand même, il a, en général, même sur chaque Tour de France, à chaque fois, on voit qu'il est plutôt en forme à la fin du tour. Alors il fait en fonction de sa forme, et s'il est pas forcément au mieux, il va pas non plus tenter de distancer Froome. Non, je suis d'accord, mais être en forme seulement les 2 dernières étapes du tour, où t'es capable d'attaquer, c'est un peu con. C'est sûr. Guillaume, défends tes chouchous. Déjà, Valverde, c'est son premier podium, je suis plutôt content. Quand j'ai vu le profil, je m'en doutais un peu qu'il allait faire un bon tour. Ça s'est pas forcément passé comme je le pensais. Il a quand même été un très bon équipier contrairement à ce qu'on dit. Et je vois pas vraiment où est-ce que la Movistar a foiré tactiquement. Je pense qu'ils ont joué crânement leur chance et contrairement à toutes les critiques, je pense pas qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Quintana, il a essayé pas mal de fois d'attaquer de loin Froome. Il a pas réussi à le décrocher. Donc il a pas tenté, il a tenté, il a pas réussi. Il comprenait qu'il fallait tenter sur la fin parce que là il pouvait y aller plus vite, attaquer plus fort, se cramer et distancer Froome. C'est pour ça qu'il a attaqué plus tard après. Et sur l'étape de l'Alpe d'Huez, ils avaient aucune raison d'attaquer de loin. Et pourtant Valverde, il avait le podium assuré et il a attaqué de loin. Il s'est mis en danger pour Quintana, donc je pense que ils ont quand même joué la victoire. Après Sky était là, ils ont bien limité la casse et je pense aussi que Quintana
enfin que Froome était juste au niveau suffisant pour résister à Quintana sur les attaques. Enfin, typiquement en haut du col de la Croix de Fer, dans la dernière étape, Froome bascule à 8 secondes, à quelques secondes pardon de Quintana Valverde. Tu les mets 10 secondes plus loin et le scénario est complètement différent. Ouais, mais le fait est qu'ils ont tenté, mais sur la dernière étape. Là, je suis d'accord que c'était pas forcément, l'étape était quand même faite pour tenter avec 2 cols, même si le fait qu'ils aient annulé le passage dans le Galibier a rallongé un petit peu la vallée là, ce qui était un peu dommage. Mais c'était pas forcément, du coup, c'est pas forcément la meilleure étape pour attaquer. Mais ils l'ont fait sur cette étape, ça a marché, ils ont pris du temps à Froome. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il l'ait pas fait avant. C'est-à-dire que tu tentes le tout pour le tout sur les 8 derniers kilomètres d'ascension du Tour de France. Mais ils ont attaqué voilà, avant Quintana, il a essayé pas mal. Hein. C'est juste qu'il n'arrivait pas à le décrocher. Tu regardes, il a attaqué pas mal de fois, frérot, mais il a pas réussi. Il a juste attaqué seul. Il y a pas eu une tactique à grande échelle comme il y a eu sur l'Alpe d'Huez. Alors ouais, mais est-ce que Valverde avait les moyens d'attaquer Froome? Tu regardes, à chaque fois que Valverde attaque, il met 30 secondes au groupe Sky. Après, Sky met en route et il plafonne et après Quintana attaque. Quintana arrive dans la route de Valverde et Valverde, il est tellement cramé qu'il tient 10 secondes, quoi. Donc ça sert à rien. Valverde était pas au niveau des deux. Il pouvait pas vraiment faire grand chose pour aider Quintana là-dessus. Et surtout Froome, il était bon aussi. Enfin, je suis pas sûr que Valverde plafonnait, parce que quand tu vois les attaques qui donnaient par rapport à celles de Quintana, elles étaient beaucoup plus tranchantes. Et à mon avis, s'il prenait autant de temps, c'est parce qu'après, il attendait que Quintana, il pouvait pas le laisser tout seul et partir et lui prendre sa place. Enfin, c'était quand même lui le leader. Quintana, à la base, il devait l'aider. Ouais, mais Je vous ai laissé sans voix. non, mais surtout c'est le truc de attaquer. Même s'ils tentaient pas des trucs de loin, ils ont même pas envoyé des mecs devant, Movistar trop. Si. Anacona, Castroviejo. oui, Anacona, ils ont envoyé Anacona sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Et d'ailleurs, quand on voit que Anacona arrive à tirer à ce point Quintana et à le faire, même à rouler aussi vite que Froome, voire plus vite que Froome, pour moi, c'est quand même, je sais pas. Pour moi, il y avait du potentiel de faire des choses, que peut-être pas dans les Pyrénées, parce que comme tu dis, effectivement, Quintana était peut-être pas en forme, mais dans les Alpes, il y a quand même 3 ou 4 étapes. Ils en utilisent qu'une seule à fond, quoi. Je trouve ça dommage. Après, si on part sur les, Complètement d'accord. si on part sur l'idée que tu nous avances, Guillaume, que ils avaient peut-être pas les possibilités, à ce moment-là, on peut jamais remettre en question les tactiques des équipes, parce qu'il suffit qu'on dise ouais, mais il n'y avait pas la possibilité et on peut pas la remettre en question. Là, c'est pas forcément la question. Peut-être qu'en effet, ils étaient à leur maximum à chaque fois et que du coup, effectivement, ils pouvaient rien faire de plus. Mais si on enlève cette hypothèse-là, on peut se dire que quand même, ils auraient pu être plus offensifs. Il y a 2 points là. Il y a Valverde, il a joué quand même à fond pour Quintana. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, Pas oui, trop. ça dépend des Parce étapes. qu'il était quand même limité par rapport à Froome. Enfin, déjà, première étape, lui, il est avec Quintana, il va pas jouer la victoire, ou même après, il reste avec Quintana. Après, je pense qu'il était un peu limité. Mais C'est du Valverde, quoi, il était à fond. on a vu ouais, vas-y, continue. Et Quintana, je suis assez d'accord. Je vais être quand même d'accord sur un point, c'est qu'il aurait pu en faire plus et attaquer plus loin et prendre plus de responsabilités. Et je pense que ce qui l'a empêché de faire ça, c'est surtout qu'au début, sur les Pyrénées ou en début des Alpes, je sais plus. À chaque fois qu'il attaquait, il se faisait rattraper et après il y a Froome qui lui mettait une ligne sur la fin et qui le battait à chaque fois. D'ailleurs, je crois que l'Alpe d'Huez, c'est une des seules étapes. Non, à partir de la Tour, c'est les seules étapes où il termine devant Froome. Mais le fait est qu'on a vu plusieurs fois quand même la machine Sky entre guillemets s'enrayer avec un Froome qui se retrouvait très isolé. Voilà, Thomas a craqué au bout d'un certain nombre de jours. Mais dans les Alpes, il a craqué tout simplement. Et mais justement là, quand Froome était isolé, on n'a jamais vu Valverde ou Quintana mettre entre guillemets all-in au poker, c'est-à-dire vraiment s'arracher pour attaquer et obliger Froome à travailler.
parce qu'il avait plus d'équipier. On l'a jamais vu ça, si ce n'est, on l'a même pas vu d'ailleurs sur l'Alpe d'Huez, parce que sur l'Alpe d'Huez ils sont tout simplement relevés. Ils ont jamais fait isoler Froome, alors qu'il a été plusieurs fois isolé Froome. Ils n'ont jamais profité de cet isolement, alors qu'ils étaient à fond. Hein, encore une fois, alors on peut se poser la question, mais moi je trouve qu'il y avait des possibilités pour Movistar du fait qu'ils étaient à chaque fois deux dans les tout meilleurs, hein, ce qui était la seule équipe à avoir ce genre de ces deux hommes. Il y a juste Sky qui l'a eu pendant un moment quand il y avait Thomas, mais ça a été sur les Pyrénées seulement. Mais ils ont pas profité en fait de ce surnom. Moi voilà. Après, certes, surnom c'est un peu relatif parce que sur la dernière étape de l'Alpe d'Huez, enfin, je suis d'accord que Valverde et Quintana étaient au-dessus, mais sur la dernière étape de l'Alpe d'Huez, il y a un truc qui résume pas mal, c'est que ils se font reprendre au sommet. Hein. C'est pas ils se relèvent, c'est ils se font reprendre, donc ça sert à rien. Ils se relèvent quand même parce qu'ils arrêtent de rouler derrière. Ils arrêtent de rouler et ça sert à rien de rouler dans la descente. Je te rappelle que la dernière fois, il y en a un qui, c'était tellement cramé que Andy Schleck et compagnie, ils sont arrivés à perpète à l'Alpe d'Huez. Après, c'est clair et net, mais comme je t'ai dit, cette étape de l'Alpe d'Huez. Après, dans la descente, si tu regardes, au bout de 5 minutes, il y a toute l'équipe Sky, je crois, ils sont 7 autour de Froome et les Movistar, ils sont pas du tout, ils sont 3, quoi. Ah oui, c'est complètement relevé, mais comme je te l'ai dit, cette étape de l'Alpe d'Huez, du fait que la plaine, en fait, soit rallongée avec l'annulation du Galibier, en fait, c'était plus une étape qui était propice à des attaques de loin parce que la plaine était assez élevée quand même, je dois bien l'avouer. Mais moi, en 2011, le scénario était le même. Hein. Enfin, il y a en 2011, c'était le Galibier. Ouais, mais il y avait moins de plaine, et pourtant, il y a eu un gros regroupement avant l'Alpe d'Huez. Ouais, bah, en fait, 2011, les mecs qui faisaient la course, c'était les meilleurs tacticiens du monde, ils s'appelaient les Schleck, quoi. Et Contador, quand même, enfin bon. Ouais, Contador, il était sur la défensive, c'était au Schleck de reprendre du temps, il me semble. Enfin, Contador, c'était 2011 où il sortait du Giro, donc il était cramé, non? Donc, Contador, c'était ça. 2011, Contador, c'était pas Contador qui menait la course en game parce que c'était pas le plus fort. Les plus forts, c'était les Schleck et Evans. Donc c'était tactiquement quand t'as les Schleck dans l'équation, voilà, il y a des problèmes, quoi. Mais bon, voilà. Il avait réussi son coup quand même pour une fois. Oui, enfin, il n'avait pas gagné le tour. Je suis désolé. Hein. En 2011, il avait un Tour de France dans chaque jambe. Hein, faut pas déconner. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur les Movistar et leur tactique? Non, visiblement très bien. Bon, mais du coup, on peut conclure avec l'équipe Sky et leur leader Froome qui remporte donc ce Tour de France 2015 avec une seule étape en poche. La Pierre-Saint-Martin, mais quelle démonstration, hein, c'est un peu ce qui a assommé un petit peu tout le monde autour. Voilà, et puis on peut également parler, en même temps qu'on va aborder Froome, de Thomas, hein, qui a tenu quand même très longtemps, dans les 5 premiers, avant de complètement craquer sur la dernière semaine. Il nous a fait un petit peu une galopin, mais encore un niveau au-dessus. Voilà, et d'ailleurs Thomas, sur lequel on a eu droit, c'est un scandale, mais comment il arrive à tenir, alors que Thomas, en montagne, c'est une progression constante depuis plusieurs années, et moi il m'a absolument pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il soit aussi régulier pendant 15 jours. Après, il a craqué, mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur la performance de Froome et de l'équipe Sky en général, Mathieu, veux-tu te lancer? La Sky, ils ont fait de la Sky après, hein. C'est pas étonnant, là. Dès la première étape de montagne, ils assomment tout, après ils gèrent. Et ils ont eu la chance que leurs adversaires étaient pas forcément au niveau aussi. Après, c'est vrai que Thomas le retrouvait 15e du tour. Pour moi, c'est un peu étonnant quand même, parce je crois pas qu'il ait de référence sur les grands tours. Sur les grands tours, non, mais sur les courses d'une semaine, il a quand même des grandes références en montagne, notamment cette année où il explose vraiment. Enfin, il en avait déjà les années précédentes, parce que il se montrait, mais il jouait l'équipier, donc du coup, au niveau résultat, ça se voyait pas forcément sur ses palmarès. Mais cette année, il est vraiment considéré comme étant un des leaders, il s'est affirmé comme étant un des leaders sur les courses d'une semaine de la Sky, et on l'a vu sur le Tour de Suisse, où il arrive à tenir Pinot à distance, quoi, sur une étape de très haute montagne, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, bon, après c'est vrai que ça a été un maillot essentiel du côté de la Sky. Et après, peut-être que Porte, il en a souffert aussi. Et je pense que quand je vois que Richie Porte, il a pas fait grand-chose, il a été, c'était le deuxième équipier de Froome, hein. Le premier c'était Thomas. Je me dis que c'est peut-être ça qui a fait qu'il est parti. Qui part chez BMC, ou alors c'est le sens inverse, mais il a pas été si mauvais que ça, Porte, hein. Il a en fait en tant qu'équipier, il manque de régularité, en fait. Il est là une étape sur 3, quoi. C'est pas qu'il a été mauvais, c'est que d'habitude on le voit, c'est en gros le lanceur de Froome,
Alors que là, c'était l'avant-dernier avant Froome. Oui, C'est ça c'est que vrai j'ai trouvé un peu étonnant. C'est vrai que Thomas est passé devant, ouais. Mais et même globalement dans l'équipe Sky, on a eu Thomas donc qui était très fort avant de craquer sur la dernière semaine. On a eu Porte qui, bon, manquant de régularité, hein, il a été là sur une étape de montagne sur 3, disons à peu près, grosso modo, c'est ça. Mais quand il est là. Ah, quand il est là, il est là, il est très fort. Hein. Et celui qui m'a aussi que j'ai bien aimé, et je suis très content parce que je l'avais annoncé sur le podcast sur la deuxième semaine, c'est Pauls. Comment on dit Pauls? Ouais, Pauls, ouais, voilà. Que j'avais dit que ça sentait le mec qui a été programmé pour la troisième semaine, et effectivement sur la troisième semaine, Pauls a été très très bon, très régulier. Hein, il a pris le relais de Thomas qui a craqué sur cette dernière semaine, et c'était lui avec Porte qui était aux côtés de Froome dans les étapes. Donc voilà. Guillaume, ton avis sur Froome et l'équipe Sky? Ouais, comme d'habitude, ils ont été très bons aussi tactiquement, c'est-à-dire les équipiers ils se laissent décrocher et ils se fatiguent pas trop, et du coup on a vu des coureurs différents chaque jour, et des Froome, Pouls, Thomas, Porte, et ils jouaient vraiment à fond la carte Froome, c'est sûr. Mais si Froome a été encore plus impressionnant que d'habitude à la Pierre Saint-Martin, il a été encore plus prenable sur la fin de tour. Les écarts se resserrent, je trouve. Après, c'était pas un tour qui était taillé pour lui, il y avait pas de chrono. Donc ça risque d'être un scénario qu'on va voir à l'avenir encore et encore, c'est ce que je crains. Parce que là, il y avait si tu rajoutes 50 km de chrono, les écarts à la fin c'est pas les mêmes. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, effectivement, Froome, il a été, je pense que vu sa performance sur le Dauphiné, même s'il était peut-être pas à fond sur le Dauphiné, parce qu'on voit qu'il a quand même galéré à avoir Van Garderen, on a vu qu'il était quand même en forme et qu'il était donc sans doute programmé pour justement cette première partie du Tour de France. Et il fait ça à chaque fois, sur le Tour de France en tout cas, parce que sur la Vuelta, on voit que souvent la Vuelta c'est un petit peu sa roue de secours quand il sera sur le Tour de France. C'est un Tour de France c'est un grand tour qu'il a pas forcément prévu à ce programme, du coup il arrive en forme au fur et à mesure du jour. Sur le Tour de France c'est pas pareil, il axe sa saison autour de ça, et du coup il est très fort sur la première partie et on voit qu'il est toujours en galère. Ça fait 2 fois qu'on voit qu'il est en galère sur la deuxième partie de tour, et je pense qu'en fait c'est vraiment il veut tuer les gens dans les têtes, et je pense que c'est exactement ce qu'il a réussi à faire à la Pierre Saint-Martin en montrant qu'il est extrêmement fort sur la première étape de montagne. Et après en gérant tout simplement l'avance qu'il a acquis, et puis en fait les gens autour de lui n'osent pas l'attaquer parce qu'ils ont vu ses démonstrations de force, alors que je pense que l'attaquer tu peux faire des écarts, et Movistar l'a montré sur les étapes de l'Alpe d'Huez, quoi. La preuve c'est quand il sprint contre Quintana à chaque fin d'étape, il veut vraiment le mettre KO moralement, quoi. Ça veut tout dire. C'est très bien joué tactiquement d'ailleurs, parce que ça a bien marché. Parce qu'après Quintana a plus osé l'attaquer de loin. Mais à chaque fois il sprintait sur la fin alors que ça sert à rien. Ouais, il est très fort sur le début de tour, et après c'est là qu'il veut assommer en fait mentalement les mecs, et je pense que ça fait 2 ans qu'il y arrive parfaitement, parce que voilà. Bon, monsieur, qui c'est qui n'a pas parlé sur Froome? J'ai complètement c'est Alexis qui n'a pas parlé sur le fil sur Froome. Eh ben vas-y. Mais t'as dit clairement ce que je voulais dire, c'est ce qu'il a fait, c'est ils ont été très forts sur une seule étape, il a pris 2-3 minutes, donné un gros coup de casque, et après, ce qu'il a fait, c'est seulement gérer, reprendre, revenir tranquillement, et il a juste géré son affaire, quoi. Ils ont tout géré sur une seule étape, puis ça leur a réussi. Attention, les coups de casque c'est réservé à Marc Renshaw, attention. Ne trompons pas de personne. Oui, aussi, oui. Voilà, Froome, on était quand même, personne, on l'avait pas mis aucun de nous 4 qui avons fait enfin, pas nous 4 là, mais des 4 personnes qui avaient fait le pronostic du Tour de France, il n'y en avait aucun qui l'avait mis à la première place quand même, hein. On a été très mauvais sur le coup, mais ouais, force est de constater qu'il était très fort, et son équipe aussi, même si on l'a quand même vu un petit peu de temps en temps se fissurer. Voilà, disons que c'était pas non plus j'ai trouvé par exemple, j'ai trouvé la Sky moins forte que en 2013 par exemple, moi personnellement, ou même en 2012 quand il y avait encore Wiggins, où là elle était imprenable. Là je trouvais que il y avait quand même plus de possibilités d'isoler Froome, et Froome a tout simplement été isolé plus de fois qu'en 2013 où il avait été une seule fois, où ça avait d'ailleurs choqué tout le monde, c'était un peu la folie. Mais là cette année plusieurs fois on l'a vu quand même se faire bien essorer la machine Sky. Ah, mais encore une fois, tu rajoutes le chrono. Oui.
mentalement, c'est encore plus dur. Quoi. Voilà. Si on rajoute en effet un chrono, je pense que ouais, il y a pas photo. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Avant de conclure. Non, on n'a pas fait le tour. C'est les cyclistes qui l'ont fait. Oh putain. Oh putain. Il lui manquait sa blague du podcast, il l'a trouvé. Ah, magnifique. Ça y est. Avant de conclure, donc les déceptions et les bonnes surprises de ce Tour de France. Alors ça va être très rapide, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de déceptions, notamment des déceptions pour le général qu'on a abordé ou des déceptions pour les sprints qu'on a abordé. Mais là, c'est un petit peu concernant le reste qu'on aurait pu voir sur des échappées, etc. Mais alors moi, j'ai noté quelques coureurs, hein, vite fait, dans les déceptions. Wellens, qu'on n'a pas du tout vu, hein, voilà. Arredondo, qui est invisible depuis 2 saisons maintenant, alors qu'il avait bien commencé. Navardoskas, moi je le voyais bien, pourquoi pas, il s'est montré dans les échappées, mais je le voyais quand même un petit peu mieux. Navarro, bon, qui a été invisible, même s'il a été baissé, et Mentres, qui était le mec que j'attendais chez MTN, mais finalement on a vu Powells. Est-ce que vous en avez d'autres des déceptions? Non, pas particulièrement. T'as résumé les miennes. Voilà. Après moi personnellement j'avais Van Barle que j'avais pronostiqué comme vainqueur d'une échappée. L'enfoiré il a pas réussi, j'en veux beaucoup. Mais bon. Ouais, t'as fait un sacré coup de poker quand même. Ouais. J'ai mis Tuft aussi, il termine avant-dernier du tour. Pas mal. Ouais, j'étais bon sur les échappées. Voilà. Non, sérieusement, personne d'autre? Bon, très bien. Du coup, les bonnes surprises. Alors là, j'ai 3 vainqueurs d'étape, Villarmoz, Tibar et Geschke, mais bon, c'est pas rien de transcendant, quoi. C'est surtout Villarmoz. Ouais, Villarmoz qui confirme que c'est un futur bon. À voir, c'est vrai. Qui confirme. J'attends de voir. Après, il y a la 25e place de Barta. Jeanne Barta. Ouais. Et la sortir, je pense, celle-là. C'est ça, j'avoue. Alors qu'en plus, il a commencé le tour en étant en échappé tous les jours, quoi. Il s'est bien cramé au début. Il y a un Français dans le top 20 qu'on a oublié. C'est Michael Chéral. Qu'on n'a pas vu du tout. Enfin, il a fait quelques échappées. On l'a vu. Il a fait quelques échappées. Mais... Dans un top 20, il y a des époques où ça aurait été premier français. Ne parle pas de ces années sombres. Alors juste avant de conclure, juste rappeler les classements annexes, hein, parce qu'on a parlé du maillot vert, on a parlé du classement du maillot jaune. Mais meilleur grimpeur, c'est également Froome qui le remporte. Meilleur jeune, c'est Quintana. Et meilleure équipe, c'est Movistar. Voilà. Je pense que quelqu'un devrait réagir à ça, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à dire, hein, c'est un petit peu la logique. Hein. Juste ça, c'est les classements JB, s'il est pas là. C'est ça, j'avoue, JB, il y a que lui qui s'intéresse à les classements par équipe. Mais bon. Et avant de se dire au revoir, juste, parce qu'on avait fait des pronostics, hein, mon cher, alors il y avait Alexis, moi-même et également JB et Cyril qui sont pas là aujourd'hui, mais bon. On avait fait des pronostics, des top 10, lorsqu'on avait parlé avant le Tour de France, avant le Tour de France, on avait fait les pronostics, donc. Alors pour résumer, on n'a pas été si mauvais, on a été bien meilleur que sur le Giro. Alors, JB, Cyril et moi-même, nous avons 6 des 10 mecs du top 10. Ouais. Alexis, tu n'en as que 5. Mais, toi, tu as quand même un gros avantage par rapport à nous. C'est que tu as 2 mecs que tu as placés à la bonne position. Tu avais pronostiqué Quintana second et Nibali 4e. Donc tu les as à la bonne place. C'est ça, voilà. Donc ça compense, c'est ça. Donc voilà, on avait Quintana, Froome. Je regarde vite fait s'il y a des surprises. Si, moi j'avais mis Valverde, j'étais le seul à avoir mis Valverde dans le top 10. JB était le seul à avoir mis Mollema, je crois. Ah non, c'est Cyril qui a mis Gazing. Ah non, toi aussi tu l'avais mis Alexis, je crois. Ah, c'est Cyril qui a mis Gazing qui voilà, qui a réussi. Et Cyril était le seul à avoir mis l'improbable Gazing, et félicitations à lui. Et toi t'as raté Yates, voilà. Ouais, et Rodriguez aussi. Hein. Mais je pense que Rodriguez, on l'a tous failé, Rodriguez. Mais moi j'étais celui qui le mettait le plus haut, quand même. Donc voilà. Bon, pour résumer, c'était pas trop mal, donc c'est bon. Mais c'est le moment de se dire au revoir pour un épisode qui aurait été très long, mais que je vais couper au montage en 2 parties sans doute, parce que là c'est trop long. Donc voilà, c'est le moment du dernier mot. Alors bien souvent quand JB et Cyril sont là, c'est le moment des blagues de merde. Mais étant donné qu'ils ne sont pas là, on peut tuer cette tradition. Donc Guillaume, un dernier mot. Vivement la Vuelta, parce qu'il y aura encore un plateau encore plus relevé, j'ai l'impression. Merci, putain, ouais, ça fait du bien des derniers mots qui sont bien. Mathieu. Ouais, j'ai rien à dire. Voilà, on a le Tour de France 2 semaines après.
On est à l'heure, c'est bon, voilà. Oh là là, comment ça chambre, effectivement. Elle est bourre, mais bon. Peut-être qu'on va essayer de voir pour la Vuelta d'ici novembre. Ouais, à peu C'est près. un objectif. Si tu veux, on peut enchaîner là, la présentation de la Vuelta. J'avoue, on pourrait presque faire ça. Bah, vous êtes encore dispo après, là? Notre excuse était qu'on était en vacances, voilà. Même du surmenage après, donc. Et moi, j'étais pas là la semaine qui suit le Tour de France, j'étais en Espagne. Je faisais des repérages pour la Vuelta. Pour la Vuelta, voilà. Alexis, ton dernier mot pour le podcast du jour? Non. D'accord, merci. Ben moi je vous donne rendez-vous effectivement dans pas longtemps parce que la Vuelta arrive bientôt. On va essayer de faire la même chose qu'on avait fait pour le Giro, à savoir une petite présentation de la Vuelta sur les sprinters, les mecs qu'il faudra surveiller pour le général. Et là, ça va être potentiellement des gros fails parce que la Vuelta c'est toujours n'importe quoi. Il y a des gros favoris qui terminent 553e. Mais bon, là c'est random la Vuelta un petit peu, donc je pense qu'on va encore se chier sur les pronostics. Mais bon, ça peut être drôle. C'est Betancourt qui gagnera. Oh, c'est beau Voilà. cet espoir. Et Betancourt revenu sur le Giro. Ouais, moi je souscris à ce que vient de dire Mathieu, Betancourt dans les 10. Ouais, il y a pas de McDo en Italie. Ah là 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 là. Bon, je suis sûr qu'ils ont un équivalent. Hein. C'est pas ça qui doit arrêter. Hein. Betancourt entre lui et la bouffe, y a rien qui l'arrête. Alors, voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir à tout le monde et à dans quelques jours ou semaines pour la Vuelta. Ciao. À plus. Salut. Salut.